Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Guilde des scénaristes, Secret de scénariste, saison 2, épisode 6. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est l'unique syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur en la personne de Frédéric Krivine, membre de la Guilde et qui est considéré par beaucoup comme le parrain de la série télé française. Il a formé toute une génération de professionnels comme le scénariste Benjamin Dupas, la scénariste Fanny Herrero, la créatrice de la série 10%. Dans les années 90, il est le créateur de la première série télévisée française en 52 minutes, à savoir PJ. Plus récemment, il est le créateur de la série Un village français, qui comporte 72 épisodes de 52 minutes en 7 saisons, racontant la vie d'un village français sous l'occupation. Une série qui a eu un retentissement international, puisqu'il est actuellement en train d'écrire l'adaptation américaine avec Brian De Palma. L'école n'est pas un lieu de détention tout de même. Mais il ne s'agit pas de détention, il s'agit de transit. On ne risque pas la vie de tous nos membres pour protéger un intérêt individuel. Parfois, il n'y a rien d'autre à faire qu'essayer. Bonjour Frédéric. Eh bien bonjour. Voilà, on est ravis de t'accueillir à la Guilde française des scénaristes. C'est un petit peu chez toi ici, puisque tu as participé activement à la création de la Guilde. Je n'ai pas participé à la création de la Guilde, mais j'étais coprésident de l'UGS, qui est une des deux organisations qui a fusionné avec le Club des auteurs pour créer la Guilde il y a un moment. Donc bon, j'ai été très intéressé, je suis très intéressé sur le mouvement syndical des scénaristes, mais de fait, je ne suis pas co-créateur de la Guilde. Alors avant de parler d'écriture, est-ce que déjà justement tu peux nous dire pourquoi c'est si important que des scénaristes aient un syndicat en France? C'est vraiment... Il y a vraiment d'abord une question d'image. Il est important que l'image des scénaristes soit représentée régulièrement dans les festivals, un peu partout. Soit également représentée auprès des pouvoirs publics, le CNC, le ministère, etc. Pour plusieurs raisons. D'abord, améliorer l'exercice de la profession, enfin les conditions d'exercice de la profession, qui sont toujours, disons, c'est un rapport de force permanent qu'il faut, je dirais pas une révolution permanente vu mon nom de famille, mais disons que c'est un rapport de force permanent qu'il faut nourrir. Et donc il faut un maximum d'expertise chez nous. Donc la première raison, c'est déjà ça la première raison. La deuxième, c'est l'entraide entre les adhérents. Et comment, c'est à mes yeux ça, parce que tout ça est tout à fait discutable, la Guilde doit apporter un service aux adhérents de façon à ce qu'une cotisation qui pour certains est quand même assez lourde serve à autre chose que simplement, disons, boire un coup à la fête annuelle du syndicat tous les ans. Donc bon, il faut vraiment mettre en commun et avoir un maximum d'adhérents, parce qu'évidemment, plus on représente de scénaristes et plus on est fort dans les discussions avec les uns et les autres. Pour que ce métier s'exerce bien, le scénariste qui assume ça doit être présent, doit être impliqué et présent à toute une série de phases du travail. On doit obtenir, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, on devrait obtenir que le producteur est obligé de montrer le montage dans un stade assez précoce au scénariste, qui fait des observations qui seront suivies ou pas suivies. Mais par contre, être obligé de montrer, c'est-à-dire un droit de consultation obligatoire, ce serait déjà très bien, parce que, en général, très souvent, les scénaristes ont quelque chose d'intéressant à dire sur le montage. Et oui, puisque c'est une réécriture du film, souvent le montage. Donc, voilà, c'est ça. On peut des fois s'éloigner de ce qui était prévu. On peut s'éloigner, alors parfois on choisit de s'en éloigner, ouais. Mais on peut aussi s'en éloigner, je dirais, par accident ou comme ça. Ouais. Bon, là, il est intéressant que le ou la responsable du récit soit là pour dire, bon voilà, le personnage n'est plus... il manque quelque chose, on ne comprend pas, ça manque de cohérence, c'est pas le bon moment, on dilue le registre, etc., etc. Alors je voudrais juste d'abord qu'on revienne sur ton parcours. Tu es considéré comme l'un des plus grands experts français de l'écriture de séries. Tu as formé de nombreux scénaristes comme Benjamin Dupas, Fanny Herrero pour la série 10%, ou Marine Francoux pour la série Engrenage. Mais est-ce que tu peux nous dire comment toi tu t'es formé? Est-ce que tu as suivi une formation particulière avant d'être scénariste? Non, quand j'ai commencé, il y avait le CEA qui existait déjà, mais que je ne connaissais pas d'ailleurs. J'ai jamais entendu à l'époque parler du CEA. Alors qu'est-ce que c'est le CEA? Le CEA, c'est le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, D'accord. Dirigé par Patrick Vanetti depuis assez longtemps maintenant. Et c'est donc
je dirais, la première formation naturelle entière. Enfin, c'est probablement la seule école entièrement dévolue au scénario en France. Je dis probablement parce qu'il a pu s'en créer depuis le début de l'interview, mais a priori c'est la seule. Et donc, moi j'en connaissais pas l'existence du CEA, donc je sais pas d'ailleurs si j'aurais voulu faire ça au moment où je suis devenu scénariste, j'avais 30 ans. Je suis pas sûr que j'aurais voulu faire le CEA, mais bon, concrètement, je me suis formé tout seul en créant une première série qui s'appelait Les Enquêtes de Chlorophylle en 1992 pour enfants, une série pour enfants et adolescents qui est passée sur France 3 et Canal J et dans pas mal de pays. Bon, j'ai eu de la chance. J'avais été approché, pas recruté, mais j'avais un cousin, parce qu'il est mort, qui avait été enfant caché pendant la guerre avec un producteur qui s'appelait Philippe Baraduc. Ils avaient tous les deux été cachés pendant la guerre ensemble. Ce qui, incontestablement, doit créer des liens. Il m'avait donc dit d'aller voir ce producteur. Quand j'ai décrété, j'étais journaliste depuis assez longtemps. J'avais fait le CFJ, l'école de journalistes de la rue du Louvre. Mais j'avais envie de devenir scénariste. Donc il m'a dit, va voir Baraduc, il te filera peut-être quelque chose. Et Baraduc n'était pas ravi de me voir, mais bon, les liens de l'enfance ont été plus forts. Donc il m'a fait développer un épisode d'une série qui s'appelait Inspecteur Lavardin, et qui était tiré du film de Chabrol, avec Jean Poiret donc. Et à ce moment-là, le créateur de la série, Dominique Roulet, envisageait d'arrêter la série. C'est un mouvement de va-et-vient assez classique dans les séries de créateurs qui commencent à en avoir marre, qui commencent à avoir envie de se dégager, donc on va chercher éventuellement des idées chez d'autres. Bon, j'ai proposé un traitement à Baraduc, qui a trouvé ça très bien, mais entre-temps, Dominique Roulet a changé d'avis, il est revenu sur la série, ils avaient donc plus besoin de mon traitement, et je me suis retrouvé donc le bec dans l'eau. Toujours pour la même raison, Baraduc était emmerdé, parce qu'il ne pouvait pas me payer ce que j'avais fait. Il m'a dit, va voir, il y a 2 jeunes là, qui montent une série, avec des marionnettes et des animaux réels, tirés d'une BD belge, va voir. Et c'était donc Les Enquêtes de Chlorophylle, d'après la BD de Raymond Machereau. Enfin, on s'est très lointainement inspiré de la BD. Et ça a été donc mon premier boulot. Donc j'ai eu beaucoup de chance, parce que, sans rentrer dans les détails, j'ai pu me former à la fois à l'écriture, 52 épisodes de 13 minutes quand même. C'était une copro, il y avait des auteurs québécois pour la deuxième moitié. Et d'autre part, j'ai, pour des raisons diverses, remplacé les réalisateurs à Montréal pendant toute la post-production. D'abord à la SFP au montage image, donc j'ai travaillé sur Avid pendant 7 ou 8 mois avec les monteurs pour monter les épisodes, et après je suis parti à Montréal pour faire la post-production, l'enregistrement des voix et le mixage. Donc c'est une espèce de grande formation à la création de séries, ou en tout cas, les circonstances ont fait que j'ai pu me former de cette manière-là. Et c'est quoi la leçon la plus importante que tu as apprise sur ces premières expériences d'écriture ? L'obstination, le paradoxe sur le fait qu'il faut à la fois écouter personne, parce que sinon on risque d'affadir le projet, et il faut quand même écouter les gens, parce qu'on peut aussi faire des conneries, donc c'est compliqué. On alterne les moments où on choisir les critiques, quoi. Il faut bien... On alterne les moments où on se dit pourquoi j'ai écouté machin qui me disait que c'était trop long, ou que machine était trop ceci ou cela. Et les moments où on se dit pourquoi j'ai pas écouté machin quand il m'a dit que c'était trop violent et que ça marche pas. Bon, la tendance, c'est quand même qu'à la télévision, un projet de départ va être régulièrement réduit, normalisé, affadi par les circonstances, par les interlocuteurs, par l'économie, et qui a intérêt, dans les premiers temps, à être le plus de parti pris vigoureux, cohérent, et d'identifier quels sont les éléments incontournables du projet, sur lesquels on ne veut pas lâcher, quoi. Ouais. C'est un peu ça la tendance, disons. Puisqu'il y aura plein d'occasions, plein de situations dans lesquelles on vous demandera, soit l'argent, soit les interlocuteurs, soit de réduire le propos, d'une façon ou d'une autre. Et tu as aussi réalisé un unitaire TV. En quoi cette expérience a changé, ou pas, ton écriture ? Alors là, je ne suis pas réalisateur, je veux dire, c'est pas mon métier. J'ai réalisé effectivement 2 téléfilms et 4 épisodes de série, de PJ en l'occurrence.
Je pense que c'est vraiment quelque chose, si on en a la possibilité, tous les scénaristes devraient au moins avoir réalisé un court-métrage, un court-métrage au minimum, ou autre chose, hein, mais parce que ça donne vraiment le point de vue de l'autre partie du rapport de force constructif scénariste-réalisateur. Il faut connaître cette fatigue de l'après-midi des journées de tournage, où la lucidité diminue, et il faut connaître la logique d'une équipe de tournage qui n'est pas exactement la logique du film, la logique de l'œuvre, c'est une autre logique. Et c'est très très important de la connaître, de la toucher du doigt, de voir à quel point c'est important pour l'équipe, enfin les conséquences que ça a pour l'équipe si on mange bien ou pas bien à la cantine, comment les heures sup sont vécues et quelles conséquences elles ont sur le résultat, tout ça quoi. Puis les compromis qu'on doit faire sur le tournage même, compromis. Je parlerai pas de compromis. Je parlerai pas de compromis parce que ça il y a un aspect moral là-dedans, mais d'adaptation simplement. On doit tout le temps adapter l'œuvre. Ça commence à la prépa. Ce qui fonctionne sur le papier ne fonctionne pas forcément à l'image. Alors il y a le fait que ça fonctionne pas parfois, la spatialisation éventuellement. On a écrit pour un endroit plus grand, plus petit, plus ceci ou cela. Et puis, il y a surtout l'adaptation aux circonstances du tournage. On a passé beaucoup de temps le matin pour telle raison, on a donc beaucoup moins de temps l'après-midi pour tourner les scènes, et on va donc pas pouvoir tourner tous les plans nécessaires, ou en tout cas qu'il faudrait tourner pour bien respecter tous les points de vue des personnages dans la scène. Et parfois, on va donc devoir mettre la caméra sur un point de vue qui est entre deux personnages, qui ne représentent rien. Donc ça donne une espèce d'impression d'imprécision, et un scénariste éventuellement, disons, sensible à ces questions, quand il verra les rushs, il dira mais c'est quoi cette merde ? C'était pas mon intention. Il dira plutôt c'est quoi cette merde ? et en fait, alors ça dépend, il peut y avoir non-transmission de savoir-faire ou incompétence, ou négligence, bref, mais très souvent c'est simplement les circonstances du tournage, c'est pour ça qu'il faut tourner. Il faut au moins tourner. Pour comprendre. Bon, un court-métrage éventuellement, le défaut du court-métrage, c'est qu'il n'y a pas la contrainte économique, donc en général, il n'y a pas de rendu à faire particulier. Donc on ne sent pas forcément exactement ce dont je parle. Alors, tu es la personne qui a connu peut-être le mieux l'évolution de la série française sur les 30 dernières années. Depuis les séries à l'ancienne pour les grandes chaînes hertziennes, jusqu'aux séries modernes, depuis 10-15 ans, avec l'arrivée des nouvelles plateformes, etc. Donc tu as une vision globale du marché. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle en France, avec l'arrivée justement de toutes ces plateformes comme Netflix, Amazon, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle pour les scénaristes français ? Globalement, quand il y a des nouveaux acteurs sur un marché qui est un marché très congestionné avec très 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 peu d'acteurs, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, il n'y avait en gros 4 clients, puisque France Télé, on peut considérer que c'est un client. Donc il y avait France Télé, Canal, M6, Arte. D'un seul coup, il y a 2, 3, 4 nouveaux clients. C'est évidemment une bonne nouvelle sur cet aspect-là. Ensuite, c'est une bonne nouvelle en termes de contenu, puisque une partie de ces clients n'ont pas les contraintes ou n'estiment pas avoir les contraintes idéologiques ou de sujets que les autres chaînes estiment avoir. Donc, je crois que j'ai oublié de faire la liste des chaînes. C'est involontaire. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle. Après, on va voir, parce que... Il n'y a pas de contrainte de ligne éditoriale, c'est ça que tu veux dire ? Il y a moins de contraintes. Oui, il y a moins de contraintes. Il y a plus de concurrence. Il y a plus de concurrence. Il y a plus de liberté pour les scénaristes à exprimer. Je suis aussi tiède avec le mot liberté qu'avec le mot compromis tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a plus de possibilités de sujets et de traitements avec le fait qu'il y a d'autres acteurs. Puisque c'est des acteurs qui veulent se différencier de ce qui se faisait, se fait encore. Je veux dire, quand vous regardez Planqueur ou même le truc avec Darmon qui vient de sortir, on aime ou on n'aime pas, mais c'est clairement différent de ce qui se fait sur les œuvres concurrentes. À part un peu Canal, mais je veux dire, donc c'est évidemment des bonnes nouvelles, puisqu'il y a des projets qui ne pouvaient absolument pas passer en termes de violence ou en termes de rapport à la sexualité, qui sont tout à fait envisageables sur Netflix, sur Amazon,
éventuellement sur Orange, bientôt peut-être sur Google ou Disney ou d'autres. Ouais. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon moment. Il y a eu de longues années pendant lesquelles on était sur un petit marché intérieur replié sur lui-même, avec 4 ou 5 décideurs. Et si les projets ne rentraient pas, disons, dans les demandes de ces 5 décideurs, ils n'avaient aucune chance. Là maintenant, ils n'ont pas aucune chance, donc c'est une bonne nouvelle. En ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde ton processus d'écriture. Quand tu élabores une série, de l'idée initiale jusqu'au document de vente, la pré-bible, de quoi tu pars pour former ton concept ? Est-ce que tu pars d'une intrigue ? Tu pars d'un personnage, d'un groupe de personnages ou d'une thématique ou une prémisse ? De quoi tu pars pour créer une série ? Qu'est-ce qui est le mieux pour démarrer, pour élaborer une série ? C'est très variable, hein. L'étincelle du désir de créer une série, c'est quand même assez variable. C'est un processus, et la prémisse dont tu parles, donc, qui serait une espèce de phrase clé, si possible comportant un élément de paradoxe, je sais pas, l'ambition, enfin le fait de faire régner, dans un monde sans loi, faire régner l'ordre nécessite de transgresser au prix de sa propre survie, par exemple. C'est à peu près la prémisse de The Shield, disons, un truc, ce genre de série. On n'élabore pas une prémisse en amont. C'est-à-dire, c'est rarissime qu'on ait la prémisse au départ et qu'on développe dessus. On a une thématique et des envies. Moi, j'appelle ça un règlement de compte, mais c'est-à-dire on a envie fortement de parler d'un sujet d'une façon autre. Alors, c'est de parler d'un sujet, c'est de parler d'une thématique, ça peut être les hommes et les femmes, ça peut être Dieu, la loi, ce genre de choses, avec en général un terrain de jeu déjà, c'est-à-dire on sait plus ou moins qu'on va faire une série policière ou une série... Bon. Et on va avancer sur tous ces fronts, la prémisse, le sujet, un peu parallèlement, c'est-à-dire la prémisse, le règlement de compte surtout, parce que je dis le sujet, c'est imprécis. Le règlement de compte, ça veut dire... je trouve que la façon dont on parle des rapports entre les hommes et les femmes depuis MeToo est ridicule. C'est pas moi qui pense ça, c'est un exemple. Depuis la vague MeToo, je trouve que la façon dont on parle des hommes et des femmes est ridicule, complètement plombée, et qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Bon, ça c'est un désir flou encore. Ouais. Un début de propos. Mais c'est une envie, quoi. C'est une envie forte. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre de lire les mêmes conneries dans les journaux là-dessus. J'en ai marre de voir une espèce de déferlante mal maîtrisée où ça raconte n'importe quoi. Maintenant, on peut plus dire... Enfin, un homme ne peut plus s'exprimer sur la sexualité ou les femmes sans se faire... imaginons qu'on ait quelqu'un... Hashtagué. Voilà, qu'on ait quelqu'un qui est ça. Après, quelle forme donner à ce désir, ce règlement de compte, c'est-à-dire d'avoir envie de se dresser contre un discours perçu comme dominant. Dans le cas de PJ, c'était facile, puisqu'il y avait que des 90 minutes, qui est un format qui a tendance à plomber le discours simplement par la nature du format, c'est-à-dire d'avoir des films en 3 parties, en 3 actes, avec une conclusion, quoi. Donc il n'y avait que des séries comme ça, donc toutes les séries policières se trouvaient, de fait, qu'elles soient bien faites ou mal faites, il y avait toujours des conclusions morales en fin d'épisode que nécessite 90 minutes. Du coup, j'avais l'impression de jamais voir la société française ou les flics tels que je voyais celui du réel. Donc là, on rend compte, j'en ai marre d'avoir que, disons, du plaisir, certes, parce qu'il y avait du plaisir avec ces séries, sinon personne ne regarderait les 90 minutes. Mais un plaisir, Umberto Eco dit, le plaisir modeste mais irréfutable. L'envie, c'était, j'ai envie qu'il y ait les failles de la société française d'une façon ou d'une autre, qui soit dans une fiction, et le polar, qui était ce que je préférais. Donc je me suis lancé là-dedans. Le règlement de compte n'est pas toujours évident à voir. Parfois, il ne concerne que la façon de représenter les gens, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression, c'est une impression qu'on pouvait avoir dans les années 90, c'est une impression qu'on peut éventuellement avoir aujourd'hui hors des plateformes, qu'il y a une représentation des problèmes de la société française qui est quand même relativement modeste pour l'instant. Donc on peut très bien être un auteur en se disant pourquoi rien de ce qui est très compliqué en France aujourd'hui ne se retrouve au cœur d'un projet de série diffusé aujourd'hui. C'est une question quand même. Enfin, pourquoi, oui. Non, mais pourquoi, ou plus exactement, parce que pourquoi, à la limite, on s'en fout. J'en ai marre, donc je fais une série qui va faire ça. Par exemple. Ça, c'est un règlement de compte, ça.
D'accord, ouais, c'est ça que tu appelles règlement de compte. Ouais, bah oui, j'en ai marre. C'est le côté j'en ai marre que la représentation de quelque chose qui me touche ne soit pas à l'image. Ça va être le meilleur moteur pour aller jusqu'au bout, peut-être. C'est un bon moteur. D'un projet, quoi. C'est un bon moteur, parce que... Il faut avoir envie de dénoncer un petit peu quelque chose, peut-être pour avoir l'inspiration d'écrire. C'est pas forcément dénoncer, parce que ça peut être une comédie, mais il faut avoir envie très fortement d'avoir une parole qui peut être amenée à rétablir ce qu'on estime être un déficit dans la façon dont on parle de tel sujet essentiel. La loi, la loi de l'immigration, de la sexualité, les hommes et les femmes, Dieu, etc. Tu sépares en fait souvent les séries en deux types, en deux catégories, les high concept versus les séries naturalistes. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que tu considères comme série high concept et série naturaliste, par exemple ? Prison Break, c'est typiquement un high concept, ou Dexter. Un high concept, c'est une idée à la con, en fait, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ouais. C'est-à-dire l'idée qu'il y ait suffisamment de serial killers à Miami pour pouvoir en tuer un chaque semaine. Dexter, c'est une idée à la con. Ça n'existe pas. Ou Heroes, c'est-à-dire l'idée que dans 10 endroits du monde, ou Sense8, qui est une version LGBT de Heroes, en gros, l'idée qu'il y a dans différents endroits du monde des gens doués de super pouvoirs, la façon de s'adresser au public n'est pas qu'ils y croient, c'est de leur donner du plaisir. Avec un concept qui n'est pas réaliste, mais peu importe. Ouais. Donc ça, c'est tous les high concepts. Avoir un ami imaginaire, policier, comme récemment dans la série de France 2, une nounou pas comme les autres, tout ça, c'est des high concepts. Peu importe la qualité, c'est pas de problème. Ce sont des idées venues, c'est de l'imagination qui donne du plaisir, comme les contes pour enfants, et qui peut emmener les gens très loin. Enfin, c'est ni positif ni négatif ce que je dis. Ça, c'est le concept. C'est un pôle. Naturaliste, c'est je vais vous parler de la société réelle, en prenant un segment. Alors ça peut être une situation, un couple, des couples, des flics, ce que vous voulez, des juges, des manutentionnaires, des coiffeuses. Et je vais vous raconter comment c'est en gros. Et vous allez quand même, au travers de cette loupe, retrouver un portrait de la condition humaine. Alors, beaucoup de séries sont l'une ou l'autre. Après, il y a des séries qui sont un peu les deux. Est-ce que Breaking Bad, c'est pas un peu les deux ? Il y a un concept. Breaking Bad, c'est un concept quand même. Ouais. Ah oui. Et en plus, il est vraiment esthétiquement filmé comme un concept. C'est-à-dire, le but dans Breaking Bad, c'est de toucher vraiment à la nature humaine et à ce que peut être la jouissance et la pulsion de mort. Mais le dispositif, en général, les gens qui ont un cancer généralisé ne deviennent pas des trafiquants de drogue. Ils se contentent de mettre leurs affaires en ordre s'ils peuvent et de mourir. Les high concepts sont relativement faciles à vendre parce qu'il y a un concept rigolo, inattendu, sexy. Accrocheur, quoi. Oui, voilà. Oui. C'est rigolo, quoi, en général. Ouais. Quand je dis c'est rigolo, il y a quelque chose de marrant, on voit tout de suite le twist, on voit tout de suite qu'est-ce qui peut accrocher le public en lisant 2 lignes. Ouais. Ils sont assez difficiles ou très difficiles à décliner. C'est-à-dire qu'on fait une saison 1, et très souvent, si on regarde Prison Break, Heroes, ils ont du mal à faire autre chose. Certains y arrivent. Ils ont du mal à faire autre chose que reproduire en gros la saison 1 moins bien. Les high concepts, les séries naturalistes, c'est l'inverse. Très difficile à vendre, parce que, voilà, c'est un commissariat de quartier, quoi. Et alors, il y a les gens qui vivent dedans, et voilà. C'est pas facile à vendre. On n'arrive pas à déceler forcément un enjeu ou... Il n'y a pas un enjeu dramatique tout de suite, immédiat, mais par contre, si on arrive à les imposer au public, parce que ça a été correctement écrit et produit, on peut en faire 50 ou 100 épisodes sans trop de difficulté, puisqu'une fois que le public a adhéré vraiment aux personnages qui vivent cette réalité, ou en tout cas cette représentation de la réalité, ça peut durer longtemps. D'ailleurs, c'est ça que je voulais te poser comme question. Dans une série, est-ce que c'est pas les personnages qui sont le plus importants même que l'intrigue ou que les enjeux ? Je veux dire, à partir du moment où les spectateurs sont attachés aux personnages, j'ai presque envie de dire, il pourrait leur arriver pratiquement n'importe quoi que le public suivrait. Alors, s'ils sont attachés aux personnages, ils vont les suivre assez loin, effectivement. Mais dans 24 heures chrono, on n'est pas tellement attaché à personne, à mes yeux. Et on suit parce qu'on est dans un feu d'artifice de dramaturgie, bien scotchant, faisant vivre beaucoup de conflits. Et c'est une autre façon. C'est bon. Les Américains divisent le character-driven et le plot-driven. De même qu'il y a les concepts et naturalistes, il y a une série plot-driven comme 24 heures chrono,
où on est pris par l'intrigue Ah oui, totalement voilà. et on veut savoir ce qui se passe. Avant tout, on veut savoir ce qui se passe. Ouais. Et des séries dont Mad Men est un bon prototype, qui sont Character Driven, on est scotché à des personnages, on croit à mort, on ressent ce qu'ils ressentent. Bon, il se passe ce qui se passe. Ouais. Oui, il n'y a pas forcément... Dans Mad Men, il y a des épisodes où il ne se passe pas grand-chose. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on accroche parce qu'on est attaché à ces personnages, Ceux très qui bien joués. Voilà, ceux qui accrochent, parce que tout le monde n'accroche pas forcément, Ouais. mais ils accrochent, ils sont scotchés, donc... Mais il n'y a pas, c'est vrai, un fil Non. dramatique conducteur Non. à travers toutes les saisons. Non. Enfin, c'est vraiment c'est une sorte de photo de la société des années 60, une représentation. C'est surtout la représentation de la condition humaine Ouais. qui peut concerner le public, d'autant plus que chez les Américains, contrairement à chez nous, il y a un travail sur la psychologie des personnages qui rend ces personnages assez universels, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Quand je dis pas toujours, c'est un euphémisme. Et alors, est-ce que tu passes par une phase de documentation avant de te lancer dans l'écriture? Est-ce que tu fais des recherches, des interviews? Est-ce que tu visites les lieux sur lesquels tu vas écrire? Pas forcément visiter les lieux, notamment quand c'est l'occupation, mais oui, la documentation me paraît un élément fondamental du travail. Ouais. Pour moi, le travail de scénariste de télévision, en tout cas, ça consiste à donner une représentation du réel avec les distorsions de la névrose, donc ça, de ma névrose, mais c'est bien une représentation du réel. Donc on n'a rien trouvé de plus sophistiqué, de plus tordu, de plus remarquablement construit que le réel, par exemple, pour analyser les rapports humains dans une société humaine. C'est pas pour ça, on fait pas du documentaire, donc il ne s'agit pas de reproduire ça. Il s'agit de voir comment fonctionnent les rapports de force, les dialogues, la façon de se parler, les rites dans une institution, dans une organisation humaine quelle qu'elle soit, y compris un couple, puisque c'est un peu mon travail actuel. On n'a rien trouvé de mieux que d'aller gratter dans le réel et d'aller observer et s'en imprégner. Alors c'est pas pour avoir des chiffres, des trucs comme ça que maintenant on trouve sur internet sans bouger, donc on trouve tous les chiffres, on trouve même des témoignages, on trouve pas mal de trucs, mais on trouve pas la sensation de comment des êtres humains plongés dans cette situation, dans cette responsabilité, dans ce dispositif, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment ils se racontent des histoires, comment ils se mentent à eux-mêmes ou aux autres, quel rite de fonctionnement ils ont, ça on le trouve plutôt sur place, effectivement. Ouais. Donc ça me paraît très très intéressant et puissant d'avoir ce capital-là. Et après, évidemment qu'il faut s'en éloigner, sinon pour le coup, on se trompe de métier, il faut faire un documentaire. Ouais. Et alors, comment tu développes tes personnages? Est-ce que tu leur crées toute une biographie? Est-ce que tu écris déjà des dialogues pour cerner un peu tes personnages, leur code de langage, etc., avant vraiment de te lancer dans l'écriture de... Non, je ne m'occupe pas du tout des codes de langage, en tout cas dans les premiers temps. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de définir les personnages en fonction de la prémisse. C'est-à-dire que je considère qu'on doit avoir une prémisse, même si c'est un processus long et qu'on n'a pas forcément la phrase. D'ailleurs, il y a plusieurs séries, j'ai jamais eu la fameuse phrase. Hein. Mais bon, on a quand même des idées de plus en plus précises sur c'est quoi le règlement de compte, quel est l'élément paradoxal de ça, qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans cette série. Et la définition des personnages, selon moi, doit se faire prioritairement sur cette prémisse, c'est-à-dire qui est le personnage qui va incarner cette prémisse. Si par exemple je considère que l'adultère est je fais une série qui dit que l'adultère est indispensable à la survie du couple, mais risque de le détruire, voilà un machin, bon. Alors je vais me dire qui est le personnage qui incarne ça vraiment, qui va vivre ça et qui y croit à mort. Bon, voilà, c'est lui ou elle. Et puis après, il faut quelqu'un autour de ça qui soit en contradiction absolue avec ça, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Et puis quelqu'un qui est trop d'accord avec ça, par exemple. Ouais. C'est ça qui va être décisif, de façon à ce que dans cette série qui prétend avoir cette prémisse-là, la mise en présence de personnages principaux va être conflictuelle puisqu'ils ont été définis par rapport à la prémisse. Donc le fait qu'ils soient opposés psychologiquement, qu'ils soient opposés sur un plan psy, sur un plan social, sur un plan politique, peut en rajouter éventuellement de la résonance, mais c'est quand même secondaire. C'est parce qu'ils sont opposés par rapport à la prémisse. Je prenais l'exemple de The Shield tout à l'heure, donc dans un monde sans loi, il faut transgresser la loi et la justice au risque de se détruire, d'être détruit. On voit bien que Vic Mackey, c'est à peu près ça. Il y a un personnage, je crois, qui s'appelle Shane, mais je ne suis pas sûr, qui est lui quelqu'un qui n'a aucun problème moral
Et donc la transgression, il est à fond, mais il voit pas où est le problème. Il n'a pas de problème d'éthique. Et il y a un autre personnage qui, désolé pour le spoiler, se fait descendre à un moment donné, ou meurt en tout cas, et qui lui incarne au contraire celui qui ne veut pas transgresser la morale du tout, quoi. Et quand vous mettez ces trois personnages en présence dans une scène, avant même d'avoir commencé à dialoguer, ils sont déjà en conflit. Et c'est un conflit naturel que le public perçoit immédiatement. Vous avez d'ailleurs même pas besoin de leur faire parler de ça. Vous leur faites parler du menu qu'ils vont prendre au déjeuner, ou de ou de quelle stratégie il faut adopter pour entourer un immeuble, et ils seront déjà en conflit. C'est donc la priorité, c'est de définir les personnages principaux, ceux qui seront point de vue, par rapport à la prémisse. Après, une fois qu'on a fait ça, il faut également les opposer au plan psy, qui serait un peu la deuxième priorité. Et donc, de définir des profils psychologiques cohérents, avec éventuellement un psy ou une psy qui peut travailler sur la dramaturgie. Il n'y en avait pas du tout il y a 10 ans, et puis il y a eu Violaine Bellet avec laquelle j'ai travaillé sur Le Village français, et je travaille aussi avec elle sur la nouvelle série de France 2, Une belle histoire. Bon, et puis il commence à y en avoir d'autres, il y a Isabelle Siac, il y en a d'autres. Enfin, il n'y en a pas des kilotonnes, mais il y en a, quoi. Et alors, tu as écrit plusieurs articles sur l'importance de la psychologie des personnages. Pourquoi c'est si important de profiler psychologiquement ces personnages ? La cohérence des personnages, en général, tous les scénaristes seront d'accord que la cohérence au plan sociologique d'un personnage est essentielle. C'est-à-dire que si on montre un personnage qui est dans la merde financièrement, on ne lui fait pas bouffer du caviar, a priori, ou alors il faut l'expliquer largement. C'est exactement la même chose pour la psychologie, c'est-à-dire que le public a une connaissance intuitive de la psychologie. Il ne sait pas qu'il a cette connaissance, mais il l'a parce qu'ils ont tous les spectateurs sont passés par les stades de l'oralité, de tous les différents stades de l'évolution psychologique d'un être humain. Donc ils ont une mémoire inconsciente, mais active quand ils regardent une série, de qu'est-ce que c'est que le masochisme, le sadisme, la perversion, ils le savent. Et donc, ils ont envie, ou en tout cas, ils vont être plus directement scotchés et addicts à des personnages qui sont psychologiquement cohérents, qui sont des cas cliniques cohérents. J'ai montré en 2008 6 séries, 3 françaises, dont 2 des miennes, et 3 américaines à des psys, quand je me suis vraiment posé la question. Et il y avait donc PJ et Le Village français, et Reporter, saison 2. Et puis il y avait Nip Tuck, j'ai oublié les 2 autres, je m'en excuse. Et je leur ai dit, expliquez-moi, regardez ces séries et dites-moi qu'est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez catégoriser qu'est-ce qui est si différent entre les groupes de séries, quoi. La réponse a été quasi unanime, avec des mots différents. Les séries américaines montrent des cas cliniques cohérents, des cas psychiques, des pathologies psychiques cohérentes. C'est-à-dire, on nous montre qu'un personnage, il est a priori une grande hystérique assez paranoïaque, et ça tout le temps, quoi, une fois que c'est installé. Et ça ne varie jamais. Dans les séries françaises, on n'en sait rien, parce que la femme du docteur Larcher, au moment où elle fait ça, c'est plutôt une perverse machin, mais dans ce cas, elle ne devrait pas faire ça comme ça, elle ne pourrait pas, ou c'est pas naturel. Donc j'étais évidemment pas très content, puisque 2 des 3 séries françaises étaient les miennes, et c'est ce qui m'a amené à rencontrer Violaine Bellet pendant une soirée fête que j'avais organisée avec Séquence 7, l'organisation qui était la petite sœur en tout cas de l'UGS à l'époque. Et cette rencontre a été décisive, puisque j'ai travaillé avec Violaine pendant tout l'été 2009 sur Un Village français, où il y avait déjà 2 saisons qui avaient été diffusées, et ça marchait très bien. Mais on avait été un peu déçus de l'audience de la saison 2, je me souviens, avec Emmanuel Dossé, le producteur principal. Et dans les améliorations, on a décidé de mettre des cliffhangers qu'on ne voulait pas mettre au départ, d'une part, donc ça c'est vraiment la dramaturgie classique, et d'autre part, de creuser beaucoup plus la psychologie des personnages sur le mode que je viens de préciser. Et est-ce que c'est ça justement qui rend les séries américaines plus addictives que les séries françaises ? Ça c'est certain. C'est-à-dire que quand vous regardez une série américaine, même médiocre, c'est-à-dire la masse de séries américaines qui racontent absolument rien de nouveau et qui ne font que reproduire et la même idéologie et le même style et le même tout ce que vous voulez depuis 50 ans, il n'empêche que l'histoire avance beaucoup plus vite avec une efficacité dramatique forte
Et donc, même si ça vous intéresse pas tellement, comme certaines séries, disons, Balançons, actuelles ne nous intéressent pas tellement, françaises non plus, sauf que c'est un TGV en termes de récit. Donc, même si ça nous intéresse pas tellement et qu'on regarde avec pas beaucoup d'attention, le récit avance très vite. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, même dans une série médiocre et très américaine, médiocre et sans inventivité, tous les personnages vont être des cas cliniques cohérents. Ils vont avoir des pathologies psychiques plus ou moins fortes, et ils vont tenir tout le temps. On y croira. Peut-être qu'ils vont nous ennuyer parce qu'on a déjà vu ça 50 fois, mais par contre, on croit au personnage. C'est une grosse différence. Et pourquoi il y a ce retard en France sur cette dramaturgie, sur ces techniques, sur cette efficacité, on va dire, dramaturgique? Alors, c'est deux choses différentes. Il y a un retard sur la psychologie, très très important, massif, et il y a un certain retard sur la dramaturgie, qui est quand même en voie d'évolution. C'est-à-dire quand vous voyez Le Bureau des légendes, qui est quand même une très grande série, on se dit que... Ou dans un autre genre, Plus belle la vie, qui est de la quotidienne, avec... tout est différent, mais faire la trace... et puis, il y a d'autres séries quotidiennes maintenant. Je veux dire, les auteurs français... mis dans les bonnes dispositions à tout point de vue, y compris administratif, financier, etc., peuvent tout à fait faire de l'efficacité dramatique. Mais naturellement, l'auteur français, disons qu'il veut avoir une bonne image, il va plutôt avoir tendance à travailler d'abord la profondeur du personnage, la crédibilité de la situation, l'épaisseur du personnage, donc disons du signon, plutôt que l'efficacité dramatique. L'auteur français va avoir une tendance naturelle à chercher de la complexité et de la sophistication tout de suite sur un personnage. C'est-à-dire de montrer que la vie c'est compliqué, c'est un millefeuille compliqué, un kaléidoscope compliqué, et il va avoir tendance à vouloir le montrer tout de suite. Or, les Américains font en gros l'inverse. Ils montrent bien un millefeuille compliqué comme dans Citizen Kane, mais ils le font successivement. C'est-à-dire, ils montrent un aspect d'un personnage ou d'une situation, en se gardant bien de montrer les autres aspects. Puis ils créent un turning point qui fait découvrir soudain, via une image forte, via une situation, via une révélation, un nouvel aspect. C'est ça qui donne l'impression d'un récit qui avance toujours très fortement, là où l'auteur français, naturellement, il va plutôt montrer tout de suite que la réalité est nuancée, compliquée et difficile à saisir. Et donc, c'est une grosse différence. Ça, c'est pour le drama. Ça, c'est pour expliquer le manque d'efficacité chronique, pas de toutes les séries françaises, bien entendu, mais d'énormément de séries françaises, et malheureusement, je dirais, souvent des séries les plus inventives, et pour lesquelles on aurait aimé, je prends Ad Vitam par exemple. Pour la première fois, quand j'ai vu Ad Vitam, j'ai cru à un univers, pour la première fois en France récente, j'ai cru à l'univers de ces gens immortels, de cette espèce de langueur dépressive créée par l'immortalité. Je veux dire, pendant 10-15 minutes, je trouvais l'esthétique remarquable, j'y croyais, quoi. Les comédiens étaient bien. Bon. Au bout d'un moment, je me suis fait chier comme un rat mort, assez rapidement quand même. Pourquoi ? C'est-à-dire, pourquoi on a à la fois... Pourquoi, malheureusement, n'a-t-on pas, en même temps qu'un parti pris esthétique, et esthétique au sens fort, un parti pris très intéressant et audacieux, pourquoi on n'a pas en même temps une exigence de dramaturgie, enfin d'efficacité dramatique? Bon, ça, c'est un des mots français, parce que ce problème, qui s'est traduit évidemment en audience par un effondrement, dès la première soirée, on le retrouve très 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 régulièrement, et je vous dis, malheureusement, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel la Guilde, via toutes les possibilités éventuelles de mobilisation, de formation, de transmission d'informations, la Guilde a un rôle à jouer, c'est d'arriver à, par tous les moyens, à réinjecter de l'efficacité dramatique dans la créativité, et à enlever le plus possible l'idée qu'il y aurait opposition, ce qui est une croyance forte dans le cinéma français, qu'il y a une opposition entre la créativité et l'efficacité dramatique, et donc l'audience, enfin le potentiel commercial. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de réconcilier les deux ne peut être que positif pour nos adhérents et par ailleurs pour les spectateurs. Donc, Et alors d'où ça vient cette différence? Est-ce que c'est culturel Alors, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon métier l'analyse de ça, mais il y a un aspect purement culturel lié à une façon de raconter l'histoire française, ou en tout cas européenne, ouest-européenne je dirais, certainement. Après, il y a aussi une situation d'étanchéité du marché du cinéma français, le marché de la production cinématographique française, elle est à peu près étanche au marché, c'est-à-dire elle n'a pas de compte à rendre au marché en gros.
les films se font pour d'autres raisons que leur potentiel commercial et leur carrière en salle. Ça a une influence générale sur les gens qui font en général des scénarios, des films, qui produisent. C'est que, alors qu'aux États-Unis, on est dans un excès inverse où le box-office, le nombre de dollars qu'une œuvre rapporte est l'essentiel, je dirais, de son pédigré, oui. Chez nous, cette étanchéité au marché a des conséquences. C'est-à-dire que il y a beaucoup de projets, là je reviens sur la télévision, il y a beaucoup de projets où la question de savoir si le public va comprendre, ressentir et si ça va marcher, n'est pas centrale, et je dirais particulièrement malheureusement dans les projets innovants. Parce qu'après tout, quand vous faites, si vous allez à France 2 par exemple, ou à, peu importe, ou à TF1, disons, avec un projet, je dis n'importe quoi, de flics télépathes ou de flics dont l'acolyte est une extraterrestre, je dirais que avec un concept comme ça, l'efficacité dramatique, elle est indispensable. Parce que sinon, comme on ne va pas spécialement croire à la situation, et qu'on ne va pas non plus être immergé dans un univers particulièrement, ni qui parle beaucoup de la société française, ni qui parle beaucoup de la condition humaine, vu l'aspect, disons, anecdotique du concept, on n'a pas spécialement besoin d'efficacité dramatique. Je veux dire, on n'a pas besoin de remettre au centre ça, parce que ça y est déjà naturellement. En revanche, quand on commence à faire un projet qui peut être beaucoup plus compliqué à crédibiliser au plan de l'efficacité, il faudrait vraiment que l'efficacité dramatique soit mise au centre par le producteur, qui devrait être quand même l'acteur majeur, qui devrait replacer l'auteur là-dedans, mais même l'auteur pourrait intégrer cette question, sans sacrifier son projet. Et alors justement, une question sur les producteurs. Quel est le meilleur moment pour aller voir le producteur ? Avec la pré-bible déjà écrite par exemple ? Est-ce que tu as des conseils pour choisir un bon producteur ? C'est très variable. Alors, au sein de la guilde, il y a plusieurs écoles depuis longtemps, même quand c'était l'UGS. Beaucoup de scénaristes, je citerai Martin Brossolet qui est un peu le héros, avec un T, pas avec un S, de cette idée, qu'il préfère que les scénaristes pitchent directement aux chaînes. Et ensuite, ayant pitché aux chaînes et ayant éventuellement un satisfait site des chaînes, à choisir leur producteur. Bon, mais c'est tout à fait discutable. Il n'y a pas de... Je ne suis pas dans cette croyance-là. Personnellement, je pense qu'au contraire, il faut mettre le producteur au centre du projet le plus vite possible. Mais après, il faut le choisir, effectivement. Et comment on le choisit ? Alors déjà, il vaut mieux avoir vu des choses produites par ce producteur ou cette productrice et avoir trouvé ça... ou en tout cas suffisamment intéressant pour pouvoir se reconnaître et se dire oui, il peut ou elle peut produire mon truc d'une façon intéressante. Ensuite, ça c'est plus compliqué, il faut quand même essayer de s'assurer que ce producteur, si on a une idée un peu de pour quelle chaîne on développe une série, il faut essayer de s'assurer que ce producteur n'est pas déjà en train de produire une autre série pour cette chaîne, puisque là la probabilité d'arriver à la faire est quand même très très faible. C'est-à-dire si vraiment vous savez que tel prod est en train de faire une série pour France 2 ou est au bord de la faire, le fait de lui proposer un concept typiquement France 2 est évidemment un problème. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile de savoir. Il faut essayer de se renseigner dans le premier rendez-vous, quoi. Vous faites quoi en ce moment ? Et alors ce document là justement de pré-bible, on présente souvent aux chaînes, etc. Donc, comment on rédige ce document de présentation ? Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Combien de pages ça doit faire ? Voilà, à partir du moment où on a déjà, donc on va dire sa prémisse, sa thématique, ses persos, un protagoniste avec son problème à résoudre, et on a défini tout ça. Comment on rédige ce document de pré-bible ? Alors, j'aime pas beaucoup, et j'espère que c'est pas le terme officiel de la guilde, mais j'aime pas beaucoup le terme de pré-bible parce qu'il a tendance à faire baisser les prix. Vu que la Bible c'était tant et ah oui, du coup oui, on va me dire l'après-Bible c'est moins, quoi. C'est même pas une Bible, quoi. La réalité c'est qu'en fait les Bibles, les vraies, sont des documents de travail dans des séries existantes déjà et où des gens, direction d'écriture ou production, produisent un document qui aide les auteurs arrivant, les nouveaux entrants sur la série à comprendre quelles sont les contraintes d'écriture, le cadre d'écriture de la série. Bon, ça c'est des vraies Bibles. Il y en a qui font 50 pages ou 100 pages aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'il faut savoir. L'autre document dont vous parlez, qu'on appelait nous aussi Bible avant, sans complexe, mais qui n'était pas du tout la même chose, c'est un document de promotion, en réalité. C'est un document de promotion destiné à vendre la série.
et c'est tout, quoi. Avant la série, au client, en l'occurrence, Qu'est-ce et en qu'on y- finale, la chaîne. Ouais. Et qu'est-ce qu'on y trouve dedans Alors, il faut d'abord se dire, c'est un document de promotion. C'est pas, peu importe que je sois imprécis par rapport au concept, peu importe que je ne dise pas tel point de mon concept qui est en fait très aigu et que je développerai si la série se fait, mais qui est peut-être un peu inquiétant pour le... C'est pas important, c'est pour vendre. Il y a les pantalons pour mettre et les pantalons pour vendre, comme disait l'histoire, la vieille histoire juive polonaise. Là, il s'agit d'un pantalon pour vendre. Donc, il faut que, dans ce document, on voit... Il faut que ce soit le plus concret possible. Donc, on voit très précisément qu'est-ce qu'on va voir à l'image dans ce projet, quoi. Quels sont les enjeux dramatiques simples des personnages, qu'on le voit très rapidement dans les toutes premières pages. Donc les questions centrales sont toujours on est qui dans ce projet, on va être qui concrètement, c'est l'histoire de qui. Très souvent, je peux vous dire qu'il faut feuilleter, ayant présidé le fonds d'innovation audiovisuelle du CNC pendant 3 ans, et j'étais à toutes les réunions, des commissions qu'on a la plénière, je ne sais plus comment ça s'appelait. Très souvent, on lit plusieurs pages et on ne sait pas, on comprend qu'il y a un sujet, etc., mais on ne sait pas du tout qui, on comprend mal. On est qui. Ouais, le point de vue. Ouais, à qui on va s'identifier dans cet univers-là. Bon. Donc, on est qui. Et la deuxième question centrale, c'est il se passe quoi. Mais pas de façon vague, lointaine et très groupée. C'est concrètement, une fois que je sais qu'on est machin et bidule et machinette, qu'est-ce qui va leur arriver comme événement visible. Ouais. Donc il faut vraiment avoir cette vision extrêmement concrète, peu de pages, écrire peu de pages, ne parler que de ce qui se voit à l'image, c'est-à-dire tout le background des personnages, le background lointain. On s'en fiche. Enfin, a priori, sauf si c'est indispensable de savoir que son grand-père était un vampire, mais sinon, tout ce qui n'est pas visible à l'image, tout ce qui ne sera pas, n'est pas tellement intéressant dans la caractérisation des personnages. Et ça, c'est vraiment important, parce que les Bibles sont très très polluées par beaucoup de considérations sur des choses lointaines, disons. Ouais. Pas inintéressantes dans l'absolu, mais lointaines, et qui ne nous permettent pas de bien comprendre le fonctionnement et surtout les dysfonctionnements du personnage. De toute façon, et qu'on ne verra pas forcément à l'image. Qu'on ne verra pas. Psychologie de... Et ça ne fait pas sentir tellement le personnage. Il faut mettre tous les arrière-plans documentaires, historiques ou autres, en annexe à part. Les gens les liront ou les liront pas, mais ça ne va pas trop polluer. Et il faut être très clair, dès la couverture sur le format, 52, 26, etc., feuilletonnant, pas feuilletonnant, il faut vraiment que ça soit tout de suite clair. Mais est-ce qu'il faut montrer, on va dire, tout l'arc narratif du personnage, du protagoniste Alors ça dépend beaucoup des types de séries, puisqu'on a parlé tout à l'heure de high concept ou naturaliste, mais il faut aussi parler de feuilletonnant ou pas feuilletonnant. C'est-à-dire que dans une série comme Castle ou Navarro, on n'a pas besoin d'avoir d'arc, puisqu'il n'y a pas de continuité. On a besoin de comprendre le concept et comment fonctionne chaque épisode. Donc il faut en faire, sur une série comme ça, il faut en faire un peu plus, il faut écrire un peu plus sur comment marche chaque épisode. S'il y a déjà une vision de ça marche comment. Je sais pas, dans Mission Impossible, il va toujours, Monsieur Phelps, c'est toujours Monsieur Phelps, et il va toujours dans un endroit plus ou moins incongru, recevoir sa mission, et cette mission est compliquée, puis il constitue son équipe, puis blabla. Bon, quand c'est des formulas show de ce genre. Dans une série feuilletonnante, effectivement, il doit y avoir, à mon avis, dans une Bible, mais c'est quand même un peu variable, mais il doit y avoir dans une Bible le synopsis, ou en tout cas la dramaturgie d'un épisode, pas forcément le premier, puisque le pilote est très souvent difficile à faire, puisqu'il y a cette foutue exposition qui ralentit le drama. Il doit y avoir en gros l'arche de la première saison, je dis bien en gros pour les personnages point de vue, c'est-à-dire en gros à la fin de la première saison, Jean décide finalement de ne pas épouser sa cousine, en gros machin truc chouette se suicide, truc muche ou rate son suicide, etc. Pour rester un petit peu sur les notions de technique dramaturgique, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le 1, 2, 3 crivinien ? Qu'est-ce que c'est C'est un concept de Benjamin Dupas, de 3 Créviniens. Je veux dire, c'est Dupas qui en a fait le 1, 2, 3, c'est simplement de considérer qu'une situation dramatique dans un épisode de série
où il n'y ait pas au minimum 1, 2, 3, 1, exposition du problème, 2, développement du problème avec une modification du problème, 3, résolution du problème, ne devrait pas figurer dans un scénario. C'est-à-dire, quand on a une idée d'une situation, quand on développe un atelier d'écriture par exemple, on se dit, bon bah ok, on a ça qui est assez marrant, finalement son père s'avère être un extraterrestre alors qu'il va partir conquérir la Lune, bon très bien, imaginons ça, ok, et alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 2, ça serait quoi? Eh ben le 2, c'est qu'en fait c'est un fou et qu'il n'est pas du tout extraterrestre et que, alors qu'il avait cru que son père était un extraterrestre, maintenant il doit assumer, qu'il s'était habitué à cette idée, il doit assumer que son père est fou. Est-ce qu'il va partir ou pas? Et puis une résolution, il arrive sur la Lune et puis on lui dit que si, enfin je sais pas, mais je veux dire, c'est ça, le 1, 2, 3, est-ce qu'on a vraiment 3 mouvements dramatiques distincts à partir d'une situation? C'est des bascules, c'est des retournements de situation. C'est des inflexions. Est-ce qu'il y a au minimum 2 inflexions? Au moins 2 inflexions. 1, une exposition de situation. Ouais. Et puis, il y a un développement. Il se passe quelque chose qui modifie l'exposition et qui fait qu'on a vraiment envie de savoir. Et on a bien la résolution en 3. Mais ça, c'est ce qu'on applique pour... On peut l'appliquer pour chaque épisode ou c'est par saison? Ah non, pas du tout par saison. C'est toute situation dramatique, plutôt au sein d'un épisode. D'accord. Il faut se dire... Enfin, ça peut être au sein d'un épisode ou dans la saison, mais il faut se dire qu'est-ce qu'on a comme 1, 2, 3. Ouais. Parce que parfois, on a une idée qui est très intéressante ou qui peut être intéressante. Et si... prenons, puisqu'il y a une affiche de 10%, dans 10%, on pourrait se dire, et voilà, on décide qu'il va y avoir un extraterrestre, puisque apparemment j'ai travaillé pour les extraterrestres aujourd'hui, donc on décide, et si le client c'était un extraterrestre? Un jour, un extraterrestre vient, alors, sauf qu'on se demande si c'est un extraterrestre ou un fou, un grand malade, un grand psychotique. Bon, ok, ouais, ça peut être rigolo. Comme K-Pax. Comme K-Pax, le film avec Kevin Spacey. Ah bon, j'ai pas pendant tout le film, on se demande si c'est un vrai extraterrestre ou pas. Voilà, donc on a quelqu'un qui vient comme ça, qui a la gueule de Kevin Spacey, enfin lui il est un peu marqué maintenant par l'actualité, mais disons qu'il a la gueule de Brad Pitt, et qui dit en fait je suis pas Brad Pitt, je suis un extraterrestre qui a pris le visage de Brad Pitt, par contre j'ai absolument besoin d'un agent, parce que je vais faire un film le mois prochain. Bon, on se dit ok, c'est rigolo. Et puis ce qui peut arriver dans le développement, c'est qu'une fois qu'on a cette idée qui est rigolote, on ne cherche pas de 1, 2, 3. C'est-à-dire on dit c'est super rigolo, l'histoire de Brad Pitt extraterrestre. Ça suffit pas. Et en fait, à un moment donné, quand on va vraiment mettre l'histoire en place dans l'épisode, on se dit j'ai quoi derrière ça? Parfois je vais trouver quelque chose, c'est-à-dire je vais effectivement trouver que, je sais pas, que Tom Cruise vient à son tour et confirme qu'ils sont tous les 2 extraterrestres, je ne sais pas. Mais on l'a pas toujours. Et souvent, une bonne idée au plan sociologique, au plan de titiller le concept, se révèle, disons, inopérante pour vraiment avoir ce minimum crivinien, parce que tu dis ça comme ça, le 1, 2, 3 crivinien, s'il n'y a pas ça, pour moi, j'appelle ça devient du fond de plan, donc que de la caractérisation. Ouais. Et un élément de caractérisation, c'est intéressant, mais c'est pas du drama. C'est pas du drama. Ça manque de drama. Ça fait pas avancer l'action. Et alors, en termes de déroulement de l'intrigue, tu parles de grande pente, de petite pente, de contre-pente. Qu'est-ce que c'est que ces termes? Ça, par contre, je sais pas d'où ça vient. Ce qu'il y a de plus grande pente, c'est-à-dire, ça, c'est une façon de dialoguer, mais ça, c'est tout à fait discutable. Hein. Je veux dire, c'est une façon d'écrire des dialogues, c'est ma façon d'écrire des dialogues, ça, c'est tout à fait discutable. Je considère donc qu'on a une dramaturgie avec un séquencier qui est solide, où il y a des intentions fortes. Donc, dans une bonne séquence, il doit y avoir une force active qui veut obtenir quelque chose et une force passive qui s'y oppose. Ça, c'est donc dans une dramaturgie correcte, quand la scène commence, on a 2 personnages, par exemple, qui se retrouvent, et le public sait très bien que la force active veut obtenir ça et que l'autre va résister. L'idée de la plus grande pente, c'est de dialoguer contre la plus grande pente, c'est-à-dire de ne pas dialoguer et de ne pas illustrer directement ce que le public attend de la scène au plan dramaturgique, mais soit d'aller contre, soit de parler d'autre chose, puisque l'attente du public est très forte. C'est-à-dire le public, il sait que les personnages s'opposent sur tel plan, et il sait que l'opposition elle a lieu de toute façon entre les personnages. Plus on va retarder et éventuellement carrément éviter de parler du sujet qui les oppose réellement, plus on va produire quelque chose d'intéressant au niveau de audiovisuel. Et c'est parce que c'est pas de la radio. À la radio, on serait obligé de les faire s'affronter directement. Là, c'est différent. Parce qu'on a leur visage, parce qu'on a leur corps, et parce qu'ils vont pouvoir produire l'opposition que le public attendait
sans l'exprimer directement. Ouais. Ce qui va créer quelque chose de beaucoup plus, avec une résonance plus forte. Sous-jacent. Voilà. Et alors en série, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, enfin quelques pièges à éviter quand on veut élaborer une série? Je sais pas, c'est la fausse bonne idée. Le premier piège, c'est alors la fausse bonne idée, c'est évidemment plus facile à voir après qu'avant. Il faut, pour moi, la vertu cardinale, c'est la sincérité. Donc ça recoupe le règlement de compte, c'est-à-dire la vertu cardinale, c'est de faire une série parce qu'on estime vraiment qu'on a envie de dire quelque chose dessus. Ça a l'air d'enfoncer une porte ouverte et c'est pas toujours possible dans les circonstances parce que parfois on est appelé par une chaîne ou un producteur, il veut une série sur une nounou extraterrestre et voilà. Il va falloir. Et il faut travailler. Un truc de commande, quoi. Ouais. Oui, il faut travailler. La fausse bonne idée, c'est quelque chose qui est original, mais qui va être très très difficile à incarner, à dramatiser, par exemple. C'est-à-dire, il faut se poser la question, est-ce qu'avec le concept que j'ai là, je vais arriver à faire beaucoup d'épisodes sans tricher sur le concept. Il y avait par exemple une série de gardes forestiers qui avait été proposée à un moment donné. Concept minimaliste, moi c'est des gardes forestiers, mais après tout c'est pas plus minimaliste qu'Urgence ou PJ. Hein. PJ c'est des flics de quartier, quoi. Bon, pourquoi pas faire des gardes forestiers. Donc que font les gardes forestiers, quoi. Donc faut voir qu'est-ce qu'il y a de conflictuel dans l'activité naturelle des gardes forestiers. Et en fait c'est faible, c'est assez faible, l'aspect vraiment conflictuel. Du coup, vous allez vous retrouver obligé d'importer du drama venant d'autres séries et d'autres registres. Ouais. C'est-à-dire, vous allez faire une prise d'otage dans le chalet des gardes forestiers, vous allez faire, c'est ça, importer une situation que vous pouvez faire dans n'importe quelle série, hein, quel que soit le lieu de la série. Oui, bien sûr. Si par exemple vous voulez faire une série de psy, et il y en a eu quand même pas mal des séries de psy, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce que le public sait que font réellement les psys dans la vie ? Eh bien, le public sait que les psys ne guérissent pas les gens. Ils prennent en charge. Si vous partez sur l'idée de faire une série de psys avec des psys qui guérissent, il y a eu plusieurs exemples. Il y avait un truc qui s'appelait Psy d'urgence sur M6 à un moment donné. Il y en a eu d'autres. Si vous partez sur des psys qui guérissent et qui traitent les situations, a priori, c'est une fausse bonne idée, sauf bien sûr dans la comédie, dans la farce, en 26 minutes, on prend un plus court. Ouais. Parce que le public ne connaît pas très bien, mais il sait très bien qu'on ne peut pas guérir facilement. Guérir en général, la psychose, voilà. Et du coup, dans le Psy d'urgence par exemple, il y avait un épisode dans lequel un monde prend en otage sa classe, revoilà la prise d'otage, et on fait venir une psy, charmante et en talons aiguilles, qui réussit en 20 minutes de discussion avec l'élève preneur d'otage, à comprendre pourquoi il fait ça, à résoudre le problème en lui faisant prendre conscience de son problème et à arrêter la prise d'otage. Donc ça, le public voit ça, il y a une telle distance entre ce qu'il connaît du réel et ça, et on n'est pas dans la comédie. Or, vous allez être obligé, si vous faites une série de psys qui guérissent, vous allez être obligé de faire ça. Donc, si c'est des psys qui guérissent, il y a des tas de psy treatment dans la fiction, je veux dire, qui guérissent pas, qui prennent en charge, Mais une fausse bonne idée. Quand vous prenez les flics, même si vous prenez, disons, des séries peu réalistes, ce que le public imagine des flics, c'est vrai qu'ils essaient de trouver qui a tué. C'est leur boulot, je veux dire. Ils trouvent ou ils trouvent pas. Et ça se passe pas comme pareil. Mais au moins, la fonction première de ces personnages est bel et bien celle que les gens connaissent. Donc ils sont plus disposés à suivre et à y croire. Donc ça, c'est un autre exemple de fausse bonne idée. C'est hors de la comédie, de faire à des gens, à des corps de métier, des choses que naturellement le public sait totalement à côté de la plaque. Ouais, moi c'est un petit peu pour ça, un peu pour ça que j'accroche pas trop à des séries comme Doctor House ou The Good Doctor, des docteurs qui arrivent à résoudre à trouver les diagnostics en 5 minutes. C'est des séries qui tournent autour de personnages qui sont des génies quand ils ont des capacités qui dépassent. Mais là, c'est juste d'avoir des capacités supérieures à la moyenne. Mais par exemple, les médecins sont censés soigner et trouver ce que vous avez. Oui, mais pas aussi bien rapidement et facilement. Mais ça, c'est comme Navarro, Julie Lescaut. C'est-à-dire, ce sont des policiers qui solutionnent tous les problèmes qu'ils rencontrent. Ouais. Ou un médecin. Oui, mais sans difficulté, je trouve. Ouais. C'est ça qui me. Mais ça, c'est ça qui me les rend justement moins crédibles. Et puis
même moins attachant, moins... Bon, mais ça, humain. je dirais ça dépend des goûts, parce que Ouais, ça parce que dépend... ça cartonne. Hein, Non, mais ça dépend des goûts et ça dépend de quel type de rapport avec le programme et la série vous cherchez. Les séries de ce type Dr House ou type Navarro Juliesco ou Candice Renoir, ne cherchent pas à provoquer de l'addiction chez le public. Elles cherchent à donner le fameux plaisir modeste mais irréfutable. Ouais. C'est-à-dire un confort de visionnage, un charme et un rapport de séduction fort entre le personnage principal et le public. Le but n'est pas du tout qu'on croie spécialement énormément à l'histoire, ni qu'on soit éclairé sur la condition humaine, et en tout cas certainement pas sur la société française. Et ça, c'est pas un problème. Mais ce que je vous dis, moi, c'est que si vous faites ça avec un corps de métier, parce que ça a été beaucoup fait avec les journalistes et les avocats, c'est-à-dire d'essayer de faire des séries où les journalistes font pas du tout ce que font les journalistes de la vie réelle, les avocats font pas du tout ce que font les avocats de la vie réelle. Ben ça, même pour un programme avec une ambition sociologique modeste, ça passe mal. Ça passera pas. Ça passe difficilement avec le public, quoi, parce qu'ils n'ont pas envie de voir ça. Sauf, bien sûr, si c'est complètement dans la farce. Oui. Un avocat extraterrestre, tout est une un question journaliste de... télépathe, là, on se dit, on va profiter. Là, le plaisir l'emporte. On s'en fout que ça soit pas vrai, le plaisir l'emporte. Ouais, tout est une question de ton, des fois. Il y a plein de choses qui peuvent passer. Tout est une question de comment... Dans la comédie, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Voilà, Mais dans la comédie, ça peut passer. on va accepter des concepts plus... Oui, plus loufoques. Cela dit, quand on prend Ali McBeal, pour prendre un exemple de série de la famille un peu de 10%, c'est plutôt 10% qui est un peu de la famille d'Ali McBeal, c'est-à-dire des séries pas du tout policières ou médicales, et où les enjeux, a priori, sont assez modestes, c'est pas du tout la vie et la mort, sauf au plan symbolique. Faut observer qu'Ali McBeal est extrêmement documenté et inscrit sur la réalité d'une extrême judiciarisation de la vie américaine. Tu sens que... Même en comédie, ce que je veux dire, c'est que même en comédie, chez les Américains, faut vraiment qu'on croie aux intrigues. Des petits sujets, c'est-à-dire les Américains, ils croient, comme moi-même d'ailleurs, ils préfèrent les vrais petits sujets aux faux grands sujets. Je vois. Les vrais petits problèmes aux faux grands problèmes. Alors il y a cette notion, comme tu disais, de règlement de compte, que l'auteur puise un petit peu en lui ce qu'il a envie de raconter un peu personnellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, est-ce que le sujet dont l'auteur veut développer soit trop proche ou qu'il n'y ait pas justement assez de distance entre lui et le... Oui, c'est un danger possible. Bon, honnêtement, quand on regarde la masse des propositions, le gros danger, c'est qu'il n'y ait pas d'investissement, il n'y a pas assez d'investissement charnel de l'auteur. C'est quand même plutôt ça le danger majeur. Celui qu'on rencontre le plus souvent. C'est de voir un projet, on se dit c'est intéressant, mais on n'arrive pas du tout à sentir à la lecture le lien charnel qui unit l'auteur à ses personnages. Bon. Après, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un danger de l'excès inverse. C'est des sujets tellement traumatiques et personnellement très importants pour l'auteur qu'il y a une difficulté effectivement à prendre la distance nécessaire pour que ça soit suffisamment, suffisamment agréable, suffisamment dramatisé, suffisamment lisible pour qu'on rentre dedans. C'est un danger, un peu une espèce d'autisme, l'autisme du vécu, je dirais. Enfin, une forme d'autisme créatif, conséquence d'un vécu tellement douloureux, tellement encore intime. C'est vrai que ça peut arriver, mais ça passe quand même derrière le fait que beaucoup de projets, on ne sent pas l'incarnation. On sent maintenant, parce qu'il y a une montée générale du niveau scolaire, je dirais, de la dramaturgie. C'est-à-dire maintenant, les projets qui arrivent au Fonds d'innovation ou qui arrivent sur les bureaux des producteurs, très souvent, c'est correctement classé, ça a une dégaine de série, ce qui n'était pas le cas il y a 7-8 ans, où la majorité des projets qui arrivaient au Fonds d'innovation étaient, on va dire, en tout cas pas dans les clous, donc assez difficiles d'accès. Donc aujourd'hui, les projets sont plus normalisés en termes de présentation, de niveau de drama apparent, etc. Mais ce qui va être décisif, c'est l'incarnation quand même. En quoi je suis la bonne personne pour raconter ça. Ou parce que, c'est mon truc et j'arrive à le montrer dans la note d'intention, dans une des pages de la Bible, de la pré-Bible, puisque vous appelez ça comme ça. Ou je suis la bonne personne parce que j'ai vécu tel événement traumatique, j'ai été en tôle 4 ans après avoir tué quelqu'un dans un bar. Je veux faire une série sur la prison ou sur ce qui se passe à la sortie de la prison. C'est pas pour ça que la série se fera, mais ça monte le niveau dans le jeu de loi
de vendre une série, c'est clair que vous avancez de plusieurs cases. Les hommes et les femmes, j'ai vraiment pensé à être transgenre pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai renoncé à ça, mais ça me travaille toujours. Et je fais une série, alors je ne sais pas si c'est sur la transsexualité ou autre chose. Bon, c'est clair que c'est... Je sais de quoi je parle, un peu, quoi. Ouais, enfin, c'est surtout... Il y a le savoir, mais c'est la sensation, surtout. L'émotion qu'on peut imaginer que les personnages auront, que la série donnera. On va réussir Il y a le savoir, mais le savoir, bon, c'est vraiment le charnel, quoi, l'émotion, en se rappelant quand même, comme un début de conclusion, que le mot-clé de la création de série, c'est la douleur. Le mot-clé de l'empathie, de ce qui va unir le public au personnage, c'est la douleur. C'est par la douleur qu'on arrive à faire que le public peut s'identifier et peut rentrer dans un monde plus ou moins facile d'accès. La douleur ressentie par les personnages principaux. Le lien charnel, il va exister parce que dans la Bible, on arrivera à sentir comment ces personnages principaux, c'est quoi la douleur qui les anime, quel est le problème de fond qu'ils ont. C'est quand même ça le mot-clé. Donc, et ça manque souvent. C'est-à-dire, si je compare par exemple 2 séries sur les tueurs à gages, Dexter d'une part, enfin à gages, tueur, serial killer. Dexter d'un côté et la série Le Chasseur de l'autre côté, qui était sur France 2, 6x52, faite plutôt par des gens qui connaissaient leur métier. Dexter, dès la première minute, il y a une voix off qui nous explique à quel point il souffre de ses pulsions meurtrières et comment il doit tout le temps consacrer toute son énergie pour essayer de tenir ce truc tout en assouvissant ses pulsions. Et dans Le Chasseur, on voyait un tueur qui tuait froidement, par exemple, une jeune femme en lui brisant la nuque parce que c'était ce qu'on lui avait demandé de faire. Et on ignorait toutes ses motivations, de l'émotion qu'il ressentait et de la douleur qu'il pouvait ressentir. Il fallait en fait attendre l'épisode 5 ou 6, je ne me rappelle plus, pour apprendre qu'enfant, il avait été témoin d'une scène de meurtre et que donc, bon... C'est ça qu'il avait construit comme ça. Voilà. Ouais. Mais la douleur était absente des premiers épisodes et du coup, on n'avait pas rentré dedans. Impossible de rentrer dedans. Ouais. Impossible d'accepter, surtout, qu'on m'inflige de m'identifier à quelqu'un qui tue froidement quelqu'un, alors que je n'ai aucune clé. Je n'ai aucune clé émotionnelle pour que j'accepte de vivre ça. Le public sait toujours que vous décidez de tout. Inconsciemment, il le sait. Donc si vous lui faites vivre une scène pénible, parce que... enfin, il va rejeter... Pour acheter le droit de faire vivre au public une scène pénible, il faut lui donner des éléments qui lui permettent de le supporter, soit de le justifier moralement, soit... Si vous n'avez aucune clé et que vous lui faites vivre une scène pénible, vous ne pouvez absolument pas vous retrancher derrière le fait de « Ah oui, mais il est comme ça, il est très timide », puisque le public sait que vous décidez de tout. Donc lui, il va ressentir que vous me faites vivre quelque chose de très pénible, vous me faites tuer quelqu'un au travers du personnage, vous me faites faire un truc sale, vous me faites faire un truc désagréable à voir, et je ne vois pas pourquoi. Et vous ne me donnez aucun élément. Sans justifier, gratuitement. Oui, c'est ça. Je ne vois pas pourquoi vous m'infligez ça. Bah, c'est ce qu'on critique souvent quand un film fait de la violence gratuite ou ce genre de choses. C'est gratuit, c'est facile, quoi. Mais dans un film, on ne demande pas aux gens de revenir. Et oui, c'est un one-shot. Et alors, on va parler maintenant d'un village français, justement. Un village français, qu'est-ce qui a été le déclencheur le règlement de compte, on va dire, pour développer cette série. Comment est né ce projet ? Alors là, vraiment, village français, j'ai pas beaucoup de règlement de compte à vendre, puisqu'il y avait un appel d'offres de France 3 pour des séries de 52, sans beaucoup plus de précision que ça, en 2004. Et Emmanuel Dossé, producteur à l'époque, qui venait d'arriver comme producteur chez Tetra Media, après un passage chez Tel France, qui s'appelle aujourd'hui Newen. Emmanuel Dossé m'a demandé si ça m'intéressait de répondre à cet appel d'offres en faisant une série qu'il appelait déjà lui Un village français et qui raconterait le destin et la destinée de différents personnages sous l'occupation, avec l'idée que ça devait être des Français moyens et parler justement... je ne pouvais pas faire... j'ai répondu non parce que j'avais trop de projets à ce moment-là. Et il m'a dit, mais est-ce que vous accepteriez ? Bon, je vais me débrouiller, il dit. Il a donc écrit, lui, le livret de la proposition à l'appel d'offres. Est-ce que vous voulez bien que je mette votre nom comme consultant ? Donc ça coûtait quand même pas grand-chose. Donc il a écrit ce projet, lui. Il sortait de la Fémis en production, il sait quand même écrire. Il a donc écrit ce projet avec juste marqué consultant, Frédéric Rivine. Le projet a été retenu parmi les 5 ou 6 que France 3 a retenu.
Je ne sais pas du tout si la présence de mon nom y a contribué, j'en suis pas certain. Mais par contre, comme ils avaient le marché, là, ils m'ont reproposé. Est-ce que vous voulez être consultant, qu'est-ce que vous voulez faire? Et bon, moi, j'avais toujours voulu faire un truc sur l'occupation, donc j'ai investi le truc, j'ai créé les personnages, j'ai créé la série. Et alors, mais justement, qu'est-ce que tu y as trouvé, toi, comme règlement de compte, une fois que tu as intégré vraiment l'occupation, et surtout une série longue sur l'occupation, c'est la possibilité de faire un portrait de la condition humaine au travers d'une situation très très particulière où tous les gestes de la vie quotidienne et les conflits ordinaires de la vie quotidienne ont une résonance dramatique naturelle, quoi. Quand la gueule de votre voisin vous revient pas ou que vous êtes le rival amoureux de quelqu'un, ça, vous pouvez lui casser la gueule ou j'en sais rien, lui envoyer des lettres anonymes ou expliquer à la femme que nous aimons tous les deux, enfin lui et moi, qu'il est un abruti. En 42, ça va pas avoir ni la même résonance, ni les mêmes conséquences, ni la même nature. Donc c'était vraiment une période idéale pour pouvoir faire une vision, disons, de la condition humaine, des conditions humaines. Et puis ça me permet aussi de parler du couple et des couples d'une façon détournée, puisque dans un village français, mais je ne m'en rendais pas compte au départ, c'est quand même beaucoup une série sur les couples et comment les couples fonctionnent, dysfonctionnent. Mais dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier où leur rivalité, encore une fois, et leur dysfonctionnement en couple peut avoir des conséquences dramatiques. Ouais. Donc j'ai tout de suite vu, pour moi c'était une chance extraordinaire. Et sur cette série, tu as été l'un des premiers à développer ce système d'atelier d'écriture. Alors l'atelier a été créé avec Michel Podroznik pour PJ en 1997. Ouais. C'est-à-dire, en 97, j'ai fait la première saison tout seul avec juste le mari de Michel, Jean-Dominique de la Rochefoucauld, comme sparring partner, mais qui écrivait pas, mais que je voyais très régulièrement pour parler de ce que je faisais, qui m'a beaucoup aidé. Et après l'épisode 6 de la première saison qui avait cartonné, on a eu de la chance, on a décidé avec Michel qu'on voulait monter un atelier d'écriture parce que je savais que je ne resterais pas très longtemps sur PJ. Je considérais qu'au bout de 20-25 épisodes, j'aurais fait le tour de la petite délinquance et de ce qu'une série comme PJ pouvait... Moi, j'aurais fait le tour. Après, il y a quand même eu 140 épisodes derrière. Mais je considérais que j'aurais fait le tour. Du coup, il fallait créer un atelier. Et pour nourrir beaucoup d'histoires, beaucoup de rebondissements, et également pour penser à la suite, quand j'arrêterai, j'ai arrêté après l'épisode 24, de façon à ce que le nouveau ou la nouvelle, ça a été une femme, directrice d'écriture, et des auteurs déjà formés sur la série. Le truc, c'est qu'il n'y avait pas d'auteurs pouvant faire du 52 à l'époque, ça n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas de 52 du tout. Donc on a dû former nous-mêmes avec Michel. On a réuni une 60aine de personnes dans un amphithéâtre, je ne sais plus où. On a présenté ce que c'était que cette série en disant qu'on cherchait des auteurs qui avaient envie de faire ça. On leur a demandé de venir avec un truc qu'ils avaient écrit qui leur plaisait, nouvelle, scénario, n'importe quoi, et de dialoguer une thématique qu'on appelait boulanger-bruit en 3-4 pages, de faire une séquence du vieux boulanger, le dernier à faire du bon pain, habitant en dessous de 4 bœufs qui faisaient de la musique trop fort, et de voir ce que ça donnait, quoi. D'ailleurs, on n'a pas pu donc la traiter dans PJ dans les 12 années suivantes. Michel n'a pas pu la traiter puisqu'on avait fait travailler des gens déjà sur cette thématique. Ouais. Et donc, on a vu beaucoup de monde et on a retenu 13 personnes qui ont donc suivi avec moi un atelier de formation. On se voyait un samedi toutes les 3 semaines, toute la journée, en parallèle du moment où j'écrivais la saison 2 de PJ, les épisodes 7 à 12. Et donc, on travaillait pas sur PJ, mais sur plein d'autres séries, quoi. Et cet atelier était à la fois un atelier de formation et une procédure de sélection. Les gens le savaient dès le départ, que sur ces 13 personnes, j'en garderais 3, 4, 5 qui écriraient avec moi la saison 3 de PJ. Ouais. Donc l'atelier, il a été monté comme ça, à cette époque-là, donc en 97. Maintenant, on est déjà, pour le village français, 8 ans plus tard. Le succès de PJ a créé la case du vendredi soir sur France 2, qui dure toujours. C'est très bien, mais il n'a pas irradié tellement, ni dans la façon de travailler, ni dans les sujets traités dans la fiction télé. De fait, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de séries, il n'y a quasiment aucune série écrite en atelier. Et on se retrouve donc en 2006-2007 à préparer un village français. Et là, il y a eu à un moment donné le producteur principal, enfin le patron de la boîte de prod, qui est Jean-François Boyer, Emmanuel Dossé étant le vrai producteur, disons. Mais Jean-François Boyer a eu à un moment donné une fenêtre de tir, il a considéré qu'on pourrait tourner les premiers épisodes
à un moment donné, 6 mois plus tard, et c'était impossible pour moi d'écrire 6 épisodes en 4 mois, pour créer une série en tout cas. Du coup, on s'est dit, on va monter l'atelier plus tôt, et on l'a donc monté, de mémoire, je crois, en septembre 2006 ou octobre 2006. C'est là que donc, on a engagé Benjamin Dupas, Séverine Jacquet, Marine Francoux, et d'autres, 3 autres, et qu'on a donc à nouveau fait un atelier d'écriture pour créer cette série. Et comment ça se passe dans ces ateliers ? Est-ce que vous vous réunissez tous en même temps pour écrire les épisodes, ou alors est-ce qu'un scénariste est chargé de développer l'arche de tel personnage, ou comment c'est divisé par épisode ? Il faut déjà savoir qu'aussi bien aux États-Unis qu'en France, les créateurs de séries, les patrons de séries, les showrunners, les showrunners en France, on peut faire le qualificatif de showrunner que j'ai pas encore déposé. Entre autres parce que pour les femmes, on a un problème, on peut pas avoir de showrunner, donc mais on avait trouvé autre chose, mais maintenant j'ai oublié, je m'excuse. Les showrunners, donc, chaque showrunner fonctionne très très différemment, y compris aux États-Unis. Tom Fontana, il s'est organisé comme ça, et puis tel autre, ça va être autrement. Bon. Je dirais que, en tout cas, tel que je fonctionne, il n'y a pas du tout de taylorisation. À un moment donné, sur Urgence, ils avaient fait ça, un auteur affecté à un personnage, plus affecté. Bon, ça, j'ai jamais fait ça, j'y crois pas. On fonctionne, disons, avec dans les premiers temps, c'est-à-dire, j'arrive au début des sessions d'atelier avec des hypothèses quand même déjà très très avancées de ce que doit être la dramaturgie et le contexte sociologique. Enfin bon, ça veut dire, ça commence en général par un briefing racontant aux auteurs, dans cette saison, voilà de quoi on veut parler réellement, quel est l'enjeu explicite, la création du maquis par exemple. Bon, ça c'est l'aspect historique, on va montrer comment se crée un maquis. Et puis il y a un enjeu implicite en général qui va être très important pour la forme. Dans le cas du maquis, c'était la représentation, c'est-à-dire comment, quand on n'a pas d'armes, la représentation d'un combat, le théâtre, le cinéma, toute forme de représentation du combat va avoir plus d'efficacité que le combat lui-même, puisque nous n'avons pas d'armes. Donc la question de la représentation. Donc je blablate tout ça avec les auteurs, et le blabla continue en leur disant, pour chaque personnage principal, à quoi je veux arriver en fin de saison. Je veux que Marie-Germain blablabla, je veux que Hortense, je veux que Daniel. Bon. C'est une hypothèse qui peut-être bougera. Ouais. Car nous savons au départ, quand on commence les saisons, d'où partent les personnages, où ils en sont de leur vie, de leur situation, et on dit, a priori, l'hypothèse, c'est d'arriver à telle situation. Ça nous permet déjà tout de suite de voir si, en gros, l'arc dramatique va être suffisamment tendu. S'il se passe trop de choses, ça risque de casser, on va avoir des ellipses énormes, ce qui n'a pas empêché Game of Thrones de faire le tour du monde. Mais c'est quand même une caractéristique de Game of Thrones, c'est trop de personnages, et des dramas trop longs, donc obligés de faire des raccourcis gigantesques. Merci, je suis pas fou. Mais c'est pas un jugement de valeur, puisque c'est comme ça. Enfin, on peut après préférer... Oui, il y en a, ça n'a pas dérangé. Série. Mais disons que si l'arc est trop tendu, ça casse, et on est obligé de faire des ellipses excessives. Ou d'avoir des gens qui vont nous faire du blabla pendant 10 minutes pour nous expliquer ce qui s'est passé, pour qu'on comprenne pourquoi on en est là. Si l'accord n'est pas assez tendu, on tombe dans le syndrome, disons, Arte Finlande, c'est-à-dire, ça va être très lent, il va y avoir comme on est obligé de ne pas aller trop vite, on a le problème inverse. Donc ça, c'est le truc de départ. Et une fois qu'on a toutes ces hypothèses-là, éventuellement, je dis aux auteurs, regardez tel film, lisez tel bouquin, mais pas trop quand même, mais bon, pour bien vous... inspirer. Vous inspirer ou avoir des idées sur qu'est-ce que je cherche. Ensuite, on part pour l'atelier proprement dit, donc 2-3 fois par semaine en général, 3, 4, 5 heures, de blabla, où on n'écrit pas. Dans les ateliers dont je m'occupe, on n'écrit pas, on parle seulement. Ne prenez pas de notes ? Si, il y a un compte-rendu tournant, de façon tournante, un des auteurs de l'atelier fait le compte-rendu, ah oui, d'accord. Et il envoie à tout le monde le soir, ou le lendemain matin ou plus tard. Mais je veux dire, on n'écrit pas de scénario. Ouais. C'est blabla. On part sur la storyline. On met tout sur la table. On part sur la storyline, par exemple Daniel Larcher, Marcel et Hortense, et on est parti pour 2 heures, 3 heures sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Des auteurs donnent des propositions, je donne mes propositions, et les auteurs, j'attends des auteurs, disons, du répondant, de la critique, puisque c'est beaucoup ça que j'attends. C'est plus, j'attends pas, des idées originales aussi évidemment, mais c'est surtout
l'atelier d'écriture dans la phase délibération, c'est une chambre de vérification, de confrontation de la qualité des idées, quoi. Ouais. J'arrive avec telle idée, et éventuellement ils me disent « Attends Fred, c'est troisième couple à 3, tu vois, t'en as pas marre, on ne pourrait pas faire ci ou ça. Et là, ça teste la force du désir que j'ai de telle situation. Avec aussi des éléments rationnels. Ça fonctionne pas, la crédibilité, la cohérence. L'atelier est énormément une chambre d'amélioration de la construction, de validation des partis pris, et éventuellement, évidemment, de force de proposition. Heureusement, les auteurs proposent aussi des choses, mais c'est quand même surtout élaborer les détails d'une situation, pousser le plus loin possible toutes les hypothèses d'une situation, etc. Voir si ça tient. Voilà. Au bout de 2 ou 3 mois, au bout de 2 mois, enfin c'est variable, on a suffisamment de matériel pour écrire les arches, qu'en général j'écris. Il y a eu quelques fois où c'était pas le cas, mais en général j'écris les arches. On fait valider les arches par la chaîne. Et après, suivant les dispositifs, parce que c'est pas toujours pareil, une partie des auteurs font des séquenciers et je fais les autres séquenciers. Ah voilà, d'accord. Et vous faites des fils à fil, par exemple? Moi, c'est surtout un truc qu'on appelle dans notre jargon des résumés couleurs d'une page, une ligne, une séquence, quoi. Enfin, une séquence, une ligne, et donc on a en une page, puisqu'on a 30, 35 séquences, 40 séquences dans le village français, et même un peu moins à ce stade-là, parce qu'après ça se dédouble plus tard dans le scénario dialogué, donc on a plutôt 30 séquences, 28, 30 séquences. On a donc une photographie de toute la dramaturgie avec une couleur différente pour chaque storyline. En fait, ce qu'on faisait pas mal, c'est que les auteurs rendaient des séquenciers. Moi, j'écrivais une partie des séquenciers, des auteurs de l'atelier écrivaient d'autres séquenciers, d'autres épisodes, et après, je faisais un résumé de leur séquencier en une page. Je leur demandais de faire ce résumé couleur, mais parfois ils rechignaient, ou alors ils n'arrivaient pas à le faire en une page, mais ouais, je voulais que ça soit en une page. Et après, je faisais des modifications que sur ce résumé couleur, c'est-à-dire changer des éléments, inverser des séquences, modifier un peu le contenu. Et personnellement, je dialogue avec ce document, simplement. J'ai ce document, mais je suis nourri de toutes les réunions d'atelier, qui m'ont nourri énormément sur les personnages, les situations. Mais concrètement, je ne relis pas les comptes rendus des réunions. J'ai le résumé couleur d'une page à gauche de l'écran et à droite mon scénario. Et donc, jusqu'à la saison 4 incluse, une partie des scénarios étaient écrits en V1 par d'autres auteurs. Mais comme on a vu, donc au bout de quelques années, que je gardais très très peu, non pas parce que c'était pas bien, mais parce que disons que c'était pas suffisamment moi, tout simplement. Ça c'est les séries à prétention d'auteur, disons. Bon, au bout d'un moment, on s'est dit, une V1 ça coûte quand même dans les 9 000 €. On en a absolument besoin, et donc on a cessé de demander des V1 aux auteurs à partir de la saison. Alors en saison 5, il y en avait très peu, et saison 6 et 7, il n'y en avait plus. Donc ça c'était une des leçons de l'atelier d'écriture, c'est que plus on s'approche de la forme finale, moins c'est productif. C'est-à-dire que au stade vraiment d'élaborer les arches et éventuellement les séquenciers, c'est très très efficace, bien meilleur qu'un auteur seul, même un génie dans mon genre. C'est vraiment bien meilleur parce que la diversité, parce que la confrontation des points de vue, l'agglomération de ces névroses, on va dire raisonnablement bienveillantes les unes avec les autres, mais bon, qui sont quand même, qui voient pas du tout pareil, l'amour, la loi, Dieu et compagnie. Donc dans les premiers stades, c'est très 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 positif. C'est de la dramaturgie à la tonne, au kilo, hein. C'est des rebondissements, des situations, des liens, des expressions de cette fameuse douleur dont je parlais tout à l'heure. Et puis quand on s'approche de la forme, au séquencier, ça commence déjà à se voir que c'est pas exactement la façon de raconter l'histoire qui, moi, en tout cas, va me motiver, me toucher, mais c'est quand même plus ou moins ça, mais c'est pas exactement ça. Et au stade des versions dialoguées, à de rares exceptions près, on touche à quelque chose qui est trop intime. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grandes séries américaines à prétention d'auteur n'arrivent pas à faire plus de 10-12 épisodes par an. Si Mad Men, Game of Thrones et toutes ces séries se limitent à 10-12 épisodes par an ou 8, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à en faire plus. Parce que les enjeux économiques sont tels que je peux vous dire que s'ils pouvaient en faire plus, ils en feraient plus. Ouais. Ils n'arrivent pas à en faire plus parce qu'ils n'arrivent pas à mutualiser le style et à tailoriser le style suffisamment pour pouvoir, enfin le style, le parti pris, quoi, pour pouvoir en faire plus. Donc il y a des goulets d'étranglement comme nous on avait sur le village, c'est-à-dire une ou deux personnes qui doivent tout reprendre à un moment ou à un autre pour garantir l'unité vraiment.
Oui, c'est ça, parce qu'à plusieurs, comment on trouve l'homogénéité de ton Alors, sur des formules à chaud type Castle ou Mentaliste, c'est que j'aime pas, mais peu importe, on y arrive parce que justement, avec une Bible très détaillée, des directeurs d'écriture chevronnés qui arrivent à briefer convenablement les auteurs, on y arrive parce qu'on développe, s'il y a 22 épisodes dans la saison, on en développe 30, au stade en tout cas du synopsis et éventuellement du séquencier, et on prend les mieux, ceux qui sont le plus dans les clous de la série, et on arrive donc à faire beaucoup de volume, puisqu'on n'a pas à gérer ce foutu feuilletonnant, qui est ce qui est très très compliqué à gérer industriellement. C'est le feuilletonnant qui est compliqué, puisque quand vous écrivez un épisode 1, au stade du séquencier, vous avez une situation, et quand vous passez à la version dialoguée, vous avez à peu près 20% des situations dramatiques qui vont bouger du fait de l'écriture des dialogues, parce que les dialogues c'est plus précis. Comme c'est feuilletonnant, l'épisode 2, il doit gérer les conséquences des 20% qui ont bougé dans le 1, plus ses propres 20%. Et vous comprenez donc qu'à l'épisode 6 ou 8, si vous essayez par exemple d'écrire en parallèle tous ces épisodes d'une série feuilletonnante, vous allez vous retrouver avec des épisodes qui en gros qu'il faut réécrire entièrement parce que tout a bougé ou tout a pas mal bougé. Ouais. Du coup, il faut trouver des méthodes d'organisation, c'est assez compliqué, mais ça limite la possibilité d'écrire, même chez les Américains qui font des séries professionnelles depuis 60 ans, depuis 65 ans avec brio, ils n'arrivent pas à en faire plus. Je vous dis, sinon il y aurait 20 Mad Men par an, 20 Game of Thrones par an, et voilà. Et alors, Un village français, tu es en train de l'adapter avec Brian De Palma, et le village français va en fait se transformer en village américain pendant la guerre de sécession. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire plus ? Concrètement, quand ITV a racheté Tetramedia, le producteur du village français, il y a 2 ans, on s'est posé la question, Jean-François Boyer, Emmanuel Doucet et moi, entre autres, qu'est-ce qu'on pourrait vendre aux Américains ? Parce que par le fait qu'ITV, chaîne britannique, mais très très investie, très implantée aux États-Unis, rachetait le producteur, on supposait que ça allait ouvrir, et ça a été le cas, des possibilités en tout cas. Bon. Et à l'époque, comme moi, le marché américain, aller vendre quelque chose d'américain, c'est un peu comme aller vendre du riz aux Chinois. Donc, a priori, on ne fait pas trop ça. Mais on se dit, puisqu'on nous pose la question, je voyais un truc naturellement, comme je connais assez bien la guerre de sécession, pas autant que l'occupation, je me suis dit, pourquoi on ne leur propose pas une adaptation du village français par la guerre de sécession ? Il y avait déjà une adaptation qui était en cours en Italie, avec un village italien, au moment où l'Allemagne a envahi l'Italie, quand l'Italie a fait une paix séparée, donc à partir de 1943. Bon, de toute façon, on voyait bien qu'on pourrait faire ça pendant la guerre d'Espagne. Enfin, c'est le concept comme ça d'une petite ville déchirée par la guerre civile n'est pas, a priori, spécialement compliqué à comprendre. Donc j'avais pondu à ce moment-là 2-3 pages qui avaient dormi dans un tiroir, parce que c'est la vie, il a fait qu'il n'y avait pas... Sauf qu'il y a 1 an, Brian De Palma vient à Paris pour faire la promotion de son roman, écrit avec sa compagne Suzanne Lehmann, et il dit dans l'interview dans Le Parisien, et dans un autre canard, j'ai oublié lequel, en gros, que Un village français, c'est ce qu'il a vu de mieux depuis des mois. On a tout vu et on va tout revoir, dit-il. Bon. On fait les malins, raisonnablement, et on se trouve son mail, et je lui fais un mail en lui disant « Merci vraiment de ce truc qui nous a beaucoup touché et qui va nous servir. Par ailleurs, que penseriez-vous de l'idée de l'adapter par la guerre de sécession ?» Et il répond très rapidement que ça lui paraît à la fois qu'il n'est pas un homme de télévision, mais que ça lui paraît une idée extraordinaire, même si ça veut dire essayer de faire 60, autant n'emporte le vent, ce qui paraît quand même compliqué. Du coup, on l'a fait, j'ai fait un document d'une 50aine de pages expliquant comment on pourrait adapter le village par la guerre de sécession, qu'on a envoyé à la fois à un producteur américain qui est ITV États-Unis, qui est donc naturellement bienveillant, même si c'est pas des philanthropes, c'est pas la Croix-Rouge, mais comme ils sont une filiale d'ITV, ils l'ont donc lu avec bienveillance, on va dire, et à De Palma. Et suite à ça, ils ont décidé, De Palma a emballé, lui, il a pas envie de réaliser de la série, il veut réaliser le pilote. Ah d'accord. 2-3 épisodes, il veut lancer la série, quoi. Ouais. Il n'a pas envie de... C'est pas un homme de télé du tout. Il n'aura pas un regard créatif sur l'ensemble... il va... Si la série se fait, parce que pour l'instant, il n'y a pas de chaîne, il y a un producteur qui est chaud bouillant. Je crois pouvoir dire que De Palma est chaud bouillant. Je suis allé 3 fois à New York, j'y retourne bientôt. Je veux dire, on va écrire ce pilote, je suis en train d'écrire avec lui le pilote. Et comment ça se passe justement, cette coécriture, ça se passe comment ?
Ça se passe là-bas déjà, à New York, vous écrivez Il était ensemble, un mois à ou- Paris, pas du tout pour moi, enfin pas pour ce projet-là, mais il était un mois à Paris, il avait beaucoup de disponibilité. Donc là, on s'est vu à la Brasserie Lippe 3-4 fois par semaine. J'ai découvert la Brasserie Lippe. Et là, on a parlé du concept, de quoi ça devait parler. Pas tellement de la forme, mais surtout de quoi ça doit parler, qu'est-ce qui l'a intéressé dans le village. Ouais. Avec un paradoxe, c'est que lui, la télé le fait chier plutôt. Je veux dire, les gros plans avec des gens qui discutent, ça l'emmerde comme réalisateur. Mais en même temps, il dit qu'il a aimé le village. Moi, je lui dis, Brian, dans le village, il y a avant tout des gens qui parlent. Il y a un peu de choses aussi. Ça n'empêche pas la mise en scène. Ça n'empêche pas la mise en scène, mais pour un réalisateur qui rêve, parce que lui, il rêve par exemple de faire une scène de train type Pont de la Rivière Kwai, c'est plutôt ça qui m'intéresse que de voir comment tel personnage et tel autre va apprendre, je sais pas, son adultère ou qu'il est arrêté ou je sais pas quoi. Mais c'est quand même, non, c'est très, très intéressant. Il n'est pas spécialiste de la guerre de sécession, mais il connaît quand même, il est américain. Moi, je connais bien la guerre, mais je connais pas bien la politique américaine. L'histoire de la politique américaine, je connais ça quand même assez mal. Et du coup, de toute façon, je serais remplacé, si nous arrivons à vendre la série à une plateforme ou HBO, parce qu'il y a très peu de chance sur les networks, enfin on ne vise pas du tout les networks. Si on arrive à vendre la série, donc à partir de la Bible, que je suis en train de terminer, et du pilote, enfin de la Bible, de la pré-Bible, Service Document, exactement chez eux, qui est un truc précis, très encadré par la WGA, par le syndicat des scénaristes. Si on arrive donc à vendre la série, la priorité du producteur américain sera de trouver un showrunner américain, cette fois-ci, connu là-bas, ayant déjà créé des séries, pour prendre ce projet. Et j'aurai éventuellement un strapontin consultant, peut-être, mais voilà. C'est déjà énorme. C'est déjà très bien d'être là-bas. Et donc une partie à Paris, et après, je suis donc allé à New York plusieurs fois. C'est le même principe, on se voit, on mange, on parle. Alors là maintenant, je lui envoie, enfin la dernière fois, je lui envoyais tous les jours des textes, puisque j'ai commencé à écrire en anglais. Je savais pas si je pouvais, puisque je suis normalement pas tout à fait au niveau... je suis pas capable normalement d'écrire des dialogues américains. Mais après donc 3 mois intensifs où j'essaie de m'en mettre à niveau, concrètement, je lui envoie 10 pages et il met 1 heure à corriger mes erreurs, donc ça va. On peut fonctionner comme ça, quoi. À distance, apparemment, ça se passe comme ça à distance. Non, j'étais à New York. D'accord. J'ai quand même pas mal malheureusement, je ne sais pas que sur cette série 1861 Newtown. Ah d'accord, ok, c'est le titre. C'est le nom de code. C'est le nom de code. La guerre de sécession, c'est vraiment un sujet formidable, très très chaud là-bas. Ça pourrait être une des raisons pour laquelle la série ne se ferait pas. C'est que la violence politique de faire une série où la question raciale est au centre, aux États-Unis, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Mais ça serait passionnant. Ah oui, donc le sujet est passionnant, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a eu récemment ? Enfin, il y a eu Lincoln de Spielberg, mais c'est pas vraiment sur la guerre c'est plus. Quand même. Si, c'est le sujet, mais c'est plus d'un côté politique. C'est le côté grande politique, mais la série, cela dit, le film Lincoln dont tu parles, c'est de la propagande involontaire. Ça fait partie de ce que, si nous faisons la série, on dénoncera totalement le contenu politique du Lincoln de Spielberg. Parce que quand on voit Lincoln de Spielberg, on voit les gentils nordistes, en gros, menés par Lincoln, triompher en faisant passer le 13e amendement qui appelait l'esclavage, et en 1865, il se fait assassiner, certes, mais enfin, les nordistes, le Nord, ils ont tous les pouvoirs politiques, économiques, militaires, culturels, ils font ce qu'ils veulent. Or, il faut attendre 100 ans pour avoir les droits civiques aux États-Unis. C'est quand même un peu mystérieux. Comment se fait-il que, si ça avait été... comment expliquer tout ça ? Et il y a des façons d'expliquer, ça s'explique assez bien, mais il faut raconter l'histoire autrement. Il faut vraiment... Il faut montrer à quel point est-ce que l'esclavage était un problème tout à fait philosophiquement central dans ce qui a présidé à la guerre de sécession, mais très concrètement complètement secondaire. C'est-à-dire que le clivage entre les combattants de la guerre de sécession, c'est pas du tout fait sur l'esclavage, puisque par exemple, la série, si elle se fait, se passe dans le Kentucky, qui est un des états frontières entre le Nord et le Sud. 95% des pro-Union du Kentucky sont esclavagistes. Non seulement ils sont esclavagistes, mais ils sont pro-Union parce qu'ils pensent que c'est le meilleur moyen, le seul, de sauver l'esclavage dans le Kentucky.
Donc à partir du moment où la guerre s'est engagée sur ces bases-là, Oui, c'est et un où- peu paradoxal. Non et où d'ailleurs Lincoln en 1861 dit haut et fort que jamais il touchera à l'esclavage dans les endroits où ça existe, ouais. il est assez normal qu'en 1865, la masse de ces gens qui ont soutenu Lincoln dans le but de maintenir l'esclavage dans leurs États, ait fait des difficultés pour appliquer concrètement les droits civiques Ouais. et l'égalité entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Et si on ne montre pas ça donc pendant la guerre, on ne comprend pas du tout ce qui s'est passé après. Comment se fait-il donc il a fallu attendre 100 ans, c'est long 100 ans. Woodrow Wilson, le grand président soi-disant humaniste, est présenté, donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'artisan du traité de Versailles, et est aussi l'artisan aux États-Unis de la ségrégation dans tous les services publics. C'est lui qui l'a organisé et mis en place. Donc comment expliquer un tel fonctionnement si on ne comprend pas que ceux qui ont soutenu l'Union au départ sont, pas partout bien sûr, il y avait des abolitionnistes minoritaires, mais ils existaient, mais que la masse de ceux qui ont soutenu effectivement l'Union dans le centre des États-Unis étaient en gros des esclavagistes. J'ai juste 2 dernières questions. Alors, outre cette adaptation, Un village français aux États-Unis, quels sont tes autres projets, tes futurs projets là, sur lesquels tu es Très rapidement, je suis prioritairement sur une série pour France 2 qui s'appelle Une belle histoire et qui passera, je suppose, au tout début de l'année 2020 sur France 2. C'est donc l'histoire de 3 couples, 3 couples d'amis dont les trois hommes étaient ensemble au collège. C'est une série lointainement inspirée d'une série anglaise des années 90 qui s'appelait Cold Feet, pieds froids. Okay. Donc il y a vraiment une série sur le couple, quoi. Fais pas ci, fais pas ça était, on va dire, la grande série de service public sur la famille. Et on essaye modestement d'être une bonne série, grande on verra bien, mais une bonne série sur le couple. Le couple, sa vie, sa mort, comme disait le maire, le théoricien du couple. Donc voilà, je fais ça. Donc là, on a tourné les 4 premiers épisodes, on est en train de tourner les 4 suivants, là. Okay. Donc je suis producteur comme sur le village, c'est quand même pas mal de travail. Ensuite, donc, il y a le travail avec Brian De Palma. Il y a également une série créée par un jeune auteur sorti de la Fémis qui s'appelle Thibaut Valtou, qui est une série qui s'appelle actuellement Les Sentinelles, et qui est une série sur l'armée française. Donc à la fois comment un groupe de 5 hommes dirigé par une lieutenant s'entraîne et apprend à se connaître, on va dire, dans une caserne du sud-ouest de la France, puis 6 mois plus tard, en opération au Mali, où il tombe sur une embuscade sanglante, toutes les conséquences. Donc une série qui joue pas mal sur plusieurs temps et qui parle de ce sujet peu exploré par la fiction française qu'est l'armée. Il y a eu des petites choses, enfin il y a eu des choses, mais pas de série. Donc ça c'est vraiment une création de Thibaut Valtou et je travaille avec lui sur le développement et sur les dialogues. Mais c'est sa série, hein. Enfin je travaille quand même pas mal dessus. Et après il y a un projet produit par Alain Goldman et réalisé par Olivier Dahan qui est une mini-série sur la genèse, la création et la sortie des Enfants du Paradis entre 42 et 44. Donc les personnages principaux sont Arletty, Carnet, Prévert, Coco Chanel aussi et son entourage. Et puis en parallèle, il y a Gabin à Hollywood pendant la guerre. Sa relation avec Marlène Dietrich et bon voilà, tout ça. Mais c'est vraiment centré sur comment les Enfants du Paradis ont été conçus et se sont faits contre vents et marées sous l'occupation. D'accord. Et dernière question, quel serait le conseil ultime que tu pourrais donner à un apprenti scénariste, à un jeune scénariste qui voudrait se lancer dans ce métier? Tu peux t'adresser à lui directement, à la caméra, et lui donner un conseil clé. Alors je parle que pour la télévision, hein, parce que moi le cinéma je ne connais pas bien. Le conseil clé c'est d'aller loin dans le rapport au réel, c'est-à-dire voir des séries françaises. Heureusement, pas besoin de voir toutes les saisons de toutes les séries françaises, mais il faut beaucoup regarder les séries françaises parce que vos futurs clients les produisent. Ça, c'est là quand même la première chose. Les voir, les analyser, y compris les analyser scolairement en regardant combien il y a de séquences dans un épisode, de Shérif ou de Caïn, dans combien de décors, quelle est la durée des séquences. Des choses aussi scolaires que ça en disent beaucoup sur comment sont construites les séries. Et deuxièmement, c'est toujours de se passionner pour la psychologie des personnages et pour écrire des bonnes séquences avec des masochistes, des sadiques ou des pervers, il faut aller chercher en soi-même ses propres séquences masochistes, sadiques et perverses. Voilà ce que je peux donner comme conseil pour aujourd'hui, disons. Merci beaucoup Frédéric pour cette interview.
Et voilà, continuez à découvrir les films dans les salles obscures et à regarder des bonnes séries à la télé et surtout à lire plein de scénarios. Et rendez-vous dans un prochain numéro de Secret de Scénariste. Ciao! Voilà, j'espère que ce nouveau numéro de Secret de Scénariste, le podcast de la Guilde, vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de la Guilde. Abonnez-vous, vous y trouverez régulièrement de nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde des scénaristes où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films et des vidéos thématiques sur le cinéma sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de Scénariste, saison 2, épisode 6, c'est terminé. Rendez-vous dans un prochain numéro. Ciao!